Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast maintenant quasi hebdomadaire, on peut le dire, de La Cellule. Quasi n'importe quoi. Quasi n'importe quoi. Ça sort quand on a envie. C'est Voilà. vraiment un suivi n'importe quoi. C'est quoi ? C'est exactement Tu ça. te prends pour qui ? Pour Romaric Briand ? Mais oui, c'est ça, exactement. Voilà. Présentateur du podcast de La Cellule depuis maintenant 14 ans. Nous sommes avec Flavie Briand. Flavie, bonjour. Bonjour, comment Ça va vas-tu ? la pêche ? Ouais, ça va la pêche, banane, la banane, apparemment. la banane. T'as l'air d'avoir la boîte à caca bien ouverte. Ouais, je sais pas si ça va durer tout le podcast, mais écoute, j'ai bien mangé, j'ai bien vu, C'est très je bien. suis Flavie prête. Briand, on le rappelle, qui co-dirige La Cellule avec moi, qui est également autrice d'un livre pour enfants qui s'appelle Elina va sur le pot. Courez dans vos librairies. Lina, dans vos je meilleures... vais sur le pot. Je vais sur le pot, très bien. Courez dans vos meilleures librairies et commandez-le en masse. On en entend commandez-en des centaines. Nous sommes également avec Xavier de Canteloup, alias Bezo Globo. Ça va la pêche ? Mais oui, bonsoir Romaric. Je suis content de revenir au micro de La Cellule et de C'est vous fantastique. retrouver. Je suis très très heureux de te revoir parmi nous, de te réentendre pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent. Mais c'est un plaisir partagé. Alors, Voilà. Comment le présenter ? Mais c'est un spécialiste déjà de l'OSR et il l'a prouvé au cours d'une superbe émission que j'invite tous les auditeurs auditrices à aller écouter sur la Avec chaîne Gogotte, de Gogotte, ouais. qui m'avait également invité pour parler de The Forge, et il était invité à 2 reprises pour parler de la naissance du jeu De de rôle. Donjons et Dragons, Exactement. Et ensuite du mouvement OSR. du mouvement OSR. Et franchement, ces 2 émissions sont inénarrables. En tout cas, moi, ça a été un plaisir à Voilà, faire. J'aime c'est beaucoup super. Gogotte et j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec lui. Et s'il y a d'autres personnes qui prennent du plaisir à nous écouter, c'est super. Et on t'entendait autrefois jadis sur les voix d'Altaride aussi, où tu étais l'une des voix principales de l'émission du podcast avec Y a que Sandrone alias voilà, il Julien n'y a Point. que Julien qui en a fait plus que moi, mais je fais partie des Voilà. Des piliers. des piliers. Voilà, j'ai été très très régulier sur le podcast. Ouais. Excellent. Nous sommes également avec une petite nouvelle dans le podcast de la cellule, qui s'appelle Siane. Siane, ça va la pêche ? Oui, ça va. C'est ma grande première. Je suis extrêmement émue, mais ça va très bien. Alors, Siane, comment la présenter ? Eh ben, vas-y, présente-toi. Merci du cadeau. Alors, moi, j'ai commencé le jeu de rôle au siècle dernier. Ouais, c'est ça qui est fascinant. Ouais. Voilà, dans un petit cercle d'amis en fac de sciences. En général, c'était un bon vivier. Ouais. À J'ai- Rennes. À Rennes, Et au absolument. tout début du jeu de rôle en France. Alors, j'ai la boîte rouge à la maison. Ouais. J'ai le Monster Manuel en VO. Je pense que tu faisais partie des premières personnes à jouer en France au jeu de rôle. Je pense, vraiment. Je le crois. Ouais, à D'après mes recherches. l'époque, ça ne nous faisait pas cet effet-là parce qu'on n'imaginait pas ce que ça pouvait devenir. Ouais. Mais oui, C'est ça doit être fascinant. quelque chose comme ça. Et à quel genre de jeu tu joues ? Celles des auditeurs auditrices pourraient être intéressés par ça, parce que ça fait partie des choses qui vont permettre de t'identifier dans tes avis, dans tes opinions. Alors à Quel l'époque, genre de donc jeu ? j'ai commencé sur du Donjons et Dragons très classique. On est resté un petit peu là-dessus. En fait, je suis le jouet de mes maîtres de jeu. Donc ça dépend. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc là Tu maintenant, t'adaptes à tout, quoi. Tu joues à tout. absolument. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de jouer. Tu vois, En fait, techniquement. Et à partir de là, j'adore tester des choses très nouvelles. Je vais jouer aussi bien de la science-fiction que du Medfan, que du... On a fait quoi ? On a fait aussi du... Mais beaucoup de jeux de rôle traditionnels ? Alors, qu'est-ce que tu appelles Jeux de rôle MJ joueur ? Ouais, alors j'en fais parce que je pensais que je n'aimais que ça, parce que je pensais que je n'étais pas capable de faire autre chose. Et puis, j'ai été totalement pervertie par Globo, en particulier, qui a réussi à m'expliquer que mais si, l'auberge du sanglier noir, Santa Vaca, il n'y avait pas mieux, c'était génial, c'était super. Donc, j'ai commencé, on va le dire très clairement, à reculons et légèrement paniqué. Et puis en fait, j'adore ça. Et plus ça va, plus j'adore les jeux où en effet, on participe à la narration, où le MJ est là, a un rôle extraordinaire parce que je considère que faire la synthèse de tout ce que balancent les joueurs pour faire vivre le truc, c'est un boulot de dingue, encore plus que de suivre un scénar qui a été préécrit. Et voilà. Et tout ça te conduit aujourd'hui à venir avec nous playtester un jeu
à la cellule, un jeu ramené par Vincent le Lave Chef, à qui vous allez passer tout de suite un micro. Vincent, bonjour, ça va la pêche, la banane? Super, nickel. Super. Alors Vincent, anciennement critique de jeux de rôle sur Sci-Fi Universe, et aujourd'hui tu es passé dans le camp des éditeurs, puisque tu es donc, on le rappelle. Alors comment tu définirais d'ailleurs ton métier? Comment tu l'appelles déjà? Coordinateur chez Agathe Édition, c'est ça? Ouais, alors je fais beaucoup de choses chez Agathe en fait. Je fais beaucoup de choses. À la base, je suis rentré chez Agathe pour être auteur de jeux de rôle. Voilà, aujourd'hui, je fais beaucoup d'autres trucs, mais passionnants, tu vois, de la logistique, de la facturation, des passages de douane, tout ça. Voilà, et donc je fais beaucoup moins auteur en fait. Mais bon, voilà. Et tu disais de la coordination, c'est ça? Tu fais là sur Brancalonia, par exemple, je fais de la direction éditoriale. Donc en gros, je suis un peu chef d'orchestre. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas moi qui traduis, c'est pas moi qui relu, mais bon, voilà, c'est moi qui ai un peu organisé le travail de tout ce petit monde en fait. D'accord. Il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices sur Brancalonia, d'illustrateurs, il y a beaucoup de personnes. C'est un jeu de rôle italien en fait, donc oui, il y a beaucoup de monde en VO. Après la VF, si tu veux, c'est un traducteur, plusieurs relecteurs, un illustrateur pour la couverture française. Ouais. Voilà, mais bon, d'une manière générale, traduire un jeu de rôle, c'est quand même beaucoup moins de travail que de créer un jeu de rôle. Enfin, je pense que je t'apprends rien en fait. Là, moi, sur Brancalonia, tu vois, je me contente juste de passer en français le travail de quelqu'un d'autre en fait. C'est intéressant aussi de voir ton parcours comme ça de critique, de rentrer dans le monde du jeu. J'ai plein de questions à te poser là-dessus d'ailleurs. Est-ce que ton travail de critique évidemment te sert dans ton métier d'éditeur? Oui. On en reparlera. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre podcast. Aujourd'hui, vous l'aurez compris si vous avez regardé le titre de cette émission, et vous l'aurez compris également en écoutant Vincent. Nous allons tester Brancalonia. Vous avez testé Brancalonia parce que pour ne pas trahir de secret, ce podcast de présentation du jeu est enregistré après la partie. Alors, est-ce que tu pourrais me représenter du coup ce qui est donc c'est comment? C'est Brancalonia. Brancalonia, ouais, c'est ça, Brancalonia. Okay. Brancalonia. Ouais. Donc Brancalonia, c'est un jeu de rôle italien. Je pense que c'est important à vraiment préciser. D'origine italienne. Vraiment d'origine italienne, ouais. Écrit par des Italiens, tout ça. Qui est en fait une adaptation des romans picaresques dans l'univers de la fantasy. Qu'est-ce que c'est qu'un roman picaresque? Qu'est-ce que c'est qu'un roman picaresque? Alors attends, je reprends parce que je m'étais fait, tu vois, un petit aide-mémoire. Alors c'est un style de. Ok, à la base, c'est un style de littérature espagnole au départ, mais qui est très populaire en Italie. D'accord. En gros, il s'agit de. Comment dire? Plan et tout. Mais oui, t'as vu. Non, mais c'est parce que je voulais pas dire de bêtises. En fait. T'as un plan? Non, Flavie, non, comment pas? C'est affreux. Il s'agit de récits qui mettent en scène des héros qui sont donc miséreux, des pauvres. Voilà. Généralement des jeunes gens qui vivent en marge de la société à leurs dépens et qui vont traverser toute une série d'aventures qui sont, pour les auteurs de ces romans, l'occasion de contester l'ordre social en fait. Donc ça a été créé en Espagne, et alors c'est assez populaire en Italie. Il y a des déclinaisons un petit peu partout, enfin dans chaque nation, mais bon, visiblement c'est très populaire en Italie. D'accord. Et donc les auteurs de Brancalonia ont pris tous les codes de la littérature picaresque en fait. Donc le protagoniste qui a un rang social très bas, qui va tenter d'améliorer sa condition sociale, mais en échouant toujours, parce que dans les romans picaresques, il y a cette notion de déterminisme en fait. D'accord, qui fait que on n'y arrivera jamais. En fait, on va essayer de devenir riche, de devenir puissant, mais au final, les choses ne se passeront jamais très bien. Il y a des intentions alors dans les romans satiriques, c'est-à-dire que le héros va être en contact de toutes les strates de la société, et à chaque fois il va critiquer les strates de la société qu'il va rencontrer. Et alors voilà, une des adaptations est probablement la plus connue et qui sert aussi de base à ce qu'est Brancalonia, c'est le western spaghetti. Donc par rapport au western classique de l'âge d'or hollywoodien, les films de John Ford ou de John Huston, qui sont donc typiquement les films avec John Wayne, si tu veux, qui mettent en valeur toutes les valeurs fondatrices américaines. À un moment donné, Sergio Leone est arrivé avec Le Bon, la Brute et le Truand pour une poignée de dollars. Il y a eu tout un tas d'autres films comme ça, Mon nom est personne, où là pour du coup c'est des westerns toujours, mais qui mettent pas du tout en valeur les valeurs fondatrices américaines, qui mettent plutôt en place des héros qui sont du coup, tu vois, des miséreux, qui vont essayer de s'enrichir. À la fin, ils sont pas
beaucoup plus riches qu'au début, si tu veux, et qui vont reprendre tous ces codes de la littérature picaresque adaptés au western. Et ce qu'ont fait les auteurs de Brancalonia, c'est ça dans un univers de fantasy. Tu vois, en mode, voilà, peut-être que dans l'univers de Brancalonia, t'as l'œil de Sauron et t'as la communauté de l'anneau qui va essayer de détruire l'anneau unique pour sauver le monde, mais toi, tu joues un vaurien et tu vas juste essayer de gagner de la thune, si tu veux, pendant que les vrais héros font les trucs quelque part. Flavie, t'avais une question? Non, juste une remarque. Moi, en fait, on m'a vendu le jeu comme un Bud Spencer et Terence Hill dans la fantasy. Et du coup, moi, sur le principe, étant fan de Bud Spencer et Terence Hill depuis ma plus tendre enfance, et notamment de Trinita, évidemment, j'étais juste impatiente de tester le jeu, quoi. Ouais. Voilà, c'est vrai que tu nous l'as vendu comme ça. Trinita, et puis en plus, fantasy, et en plus, là, tu m'aurais parlé en plus de Sauron, mais laisse tomber. Mais moi, j'aurais trépigné, quoi. Mais tu vois, j'avais pas du tout vu la dimension, picaresque. En tout cas, j'avais pas vu que c'était un style en soi. Le coup du marginal, pauvre ou appauvri, qui va du coup traverser des franges de la société et du coup produire une vision d'autre part, en fait, une altérité par rapport à cette société bien normée qui vit bien et tout ça. Ça me fait aussi penser beaucoup à des films comme Little Big Man, par exemple, ou même Forrest Gump, tu vois, finalement, avec un espèce de héros comme ça qui traverse l'histoire, qui a rien à foutre là, qui est un peu marginalisé, soit parce que comme dans Forrest Gump, il a un handicap. Mais dans Forrest Gump, il fait partie des grands moments de l'histoire, alors que là, en fait, si on était dans l'univers de Forrest Gump, toi, tu serais au fin fond de l'Arizona, au moment où il se passe rien, en train d'essayer de faire un coup de merde qui te rapporte pas de thunes. D'accord. Il n'y a pas du tout ce côté vision des marges d'une société bien ancrée. Si, vision des marges, mais à un endroit où il n'y a pas la grande histoire qui se joue. Où l'action ne se joue pas. Ah, okay. Ouais, c'est ça, excellent. Excellent, ok, très bonne. Est-ce que Brancalonia, est-ce que le mot branque, les branquignoles, les machins comme ça, est-ce que Brancalonia, branquignol, non, en fait, c'est tiré d'un film. C'est tiré d'un film en fait qui s'appelle, alors attends, en français, L'armée brancalonienne, je crois. Voilà, qui est un film apparemment très connu en Italie. Moi, j'en ai entendu parler. Je l'ai jamais vu. D'accord. Il y a des années et des années qui est justement un film picaresque qui traite de ça. C'est une des grandes inspirations des auteurs de ce jeu. Voilà, c'est à ça que. D'accord, excellent. Globo, tu avais une question? Et si on compare à des films comme Snatch, par exemple, on est dans cette logique-là, tu penses, ou... Alors il y a quelques points communs si tu veux, mais tu vois, pour moi Snatch, il n'y a pas vraiment de critique de la société derrière. Enfin tu vois, quand je repense au Bon, la Brute et le Truand, quand même en fond du Bon, la Brute et le Truand, il y a quand même la guerre de sécession, tu vois, où tu sens bien qu'ils sont en marge, qu'il se passe des trucs de temps en temps, ils croisent des militaires, tout ça, mais eux ils sont complètement en parallèle de l'histoire officielle, là où Snatch ça pourrait se passer un peu, je dirais, n'importe où, n'importe quand, quoi, si tu veux. Donc voilà, c'est il y a une dimension politique dans les romans picaresques, alors qu'on voit pas trop dans le scénario qu'on a joué aujourd'hui, qui est un scénario d'intro, mais où, quand on lit le bouquin de Brancalonia, l'opposition riche-pauvre comme ça est quand même assez marquée, si tu veux, et le fait que chez les joueurs, dans les personnages, tu vas quand même à un moment donné avoir une jalousie, si tu veux, à avoir les nobles qui sont là, qui ont le pouvoir, qui ont le pognon, et toi tu te démènes partie après partie et tu rates et tout. On en parlera, ça fait partie des trucs que je veux justement traiter, parce que on voit, même si c'est un scénar d'intro, qu'il y a un personnage qui pourrait prendre de l'importance dans le personnage du duc, qui est amené plus ou moins... on en reparlera dans le podcast. Bon, alors, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement le système du jeu? Est-ce qu'on joue avec un MJ, des joueurs? C'est classique? C'est quoi c'est un jeu de rôle c'est un jeu de rôle très classique. Un MJ, des joueurs, et c'est le système de la 5e édition en plus, donc probablement le système de la 5e édition de quoi? De Donjons et Dragons. Ah ouais, d'accord. Voilà, il faut pas dire, il faut dire le jeu le plus de fantasy, le plus connu, blablabla. Non. Le jeu de la 5e édition de Donjons et Dragons. Ça s'appelle la 5e édition, donc bon. Voilà, non mais voilà, alors c'est incroyable quand même. Ils effacent même leur nom pour faire croire que vraiment c'est la 5e édition du jeu de rôle. Quand tu utilises le système, tu n'as pas le droit d'utiliser le mot Donjons et Dragons. En fait, c'est le système de la 5e. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le droit d'utiliser le système de donjons si tu veux, mais ce que tu produis ne peut pas être estampillé Donjons et Dragons. C'est le système de la 5e République, si on veut, quoi. C'est le système de la 5e. Ou du plus vieux jeu de rôle de tout temps. Je pense que c'est vraiment pour que ces productions-là ne sont pas des productions de l'éditeur officiel de Donjons, si tu veux. C'est bien un éditeur tiers qui va utiliser le même système, si tu veux, mais il peut pas y avoir de confusion, si tu veux. Tu te rends bien compte qu'il y a quand même un gros problème.
c'est que ça suppose comme ça, par défaut, en ne citant pas le jeu, que Donjons et Dragons n'est pas un jeu comme les autres, que c'est la 5e édition du jeu de rôle, tu vois. Enfin, moi, là, j'y vois encore une volonté hégémonique. Enfin, c'est incroyable. Je pense que c'est un podcast, à part entière, si tu veux. Alors, petite parenthèse qui est issue de l'OGL Gate qu'on vient de terminer, où moi, du coup, j'ai beaucoup appris sur le système législatif américain. Et en fait, il y a la partie copyright qui protège le texte et la partie marque, le trademark, tu vois. Et Donjons et Dragons, c'est une marque. Et donc, tu ne peux pas reprendre la marque Donjons et Dragons dans ce que tu fais. Mais le système de jeu, lui, n'est pas copyrightable et n'est pas déposable aux États-Unis. C'est assimilé à un manuel, si tu veux. Et donc ça, tu peux le reprendre, tu as le droit de le reprendre, tu as le droit de dire que c'est compatible avec blablabla, mais si tu cites Donjons et Dragons, il y a un trademark sur Donjons et Dragons, et c'est une autre législation encore, et t'as pas le droit de l'utiliser en fait. Et tu pourrais dire que Donjon pourrait tout à fait changer de système, d'ailleurs. Ça pourrait être autre chose en fait. Le système et la marque sont bien distincts, quoi. Ouais, ils sont décorrélés. Ouais. Ok, très bien. Brancalonia, c'est parti. Donc tu utilises le système de la 5e. C'est quoi ce système Bon, alors, il se trouve que c'est le one-shot numéro 100 était consacré à DD5. Voilà. Tu es le 101, tu passes juste après. Eh bien, écoute, reprenez le podcast. Donc, reprenez le podcast. Ok, d'accord. Non, reprendre toute l'histoire de DD, c'est la 5e, tu vois. C'est d'accord. Voilà. Alors, par rapport à l'utilisation de ce système, il y a deux choses, je pense, qui sont intéressantes dans la conception du jeu. Le premier, c'est que le jeu Brancalonia se veut essayer de détourner tous les clichés de la fantasy, si tu veux, pour les ramener au format des récits picaresques. Et le fait qu'ils aillent chercher le système emblématique des jeux de rôle fantasy, je trouve ça assez intéressant. L'autre point important, c'est que le projet éditorial d'Acheron Games, qui est l'éditeur italien de Brancalonia, c'est de diffuser au maximum dans le monde la culture italienne. Et tous les jeux qu'ils font sont des jeux qui sont basés sur la culture italienne. Ils ont un jeu Inferno sur l'enfer de Dante, ils ont un jeu L'Apocalypse selon Saint Jean, un jeu Malavita sur la mafia, enfin voilà. Et je trouve que utiliser le système de la 5e, évidemment, si tu veux diffuser la culture italienne à travers le monde, c'est comme ça que tu vas toucher aussi le plus de gens, puisque le système le plus joué dans le monde aujourd'hui, dans les faits, c'est le système de la 5e. Il me regarde avec des yeux malicieux. Et oui. Et il y a un petit parallèle avec. C'est comme le McDo, on en trouve partout dans le monde. Il y a un petit parallèle à faire avec le western spaghetti d'ailleurs. C'est aussi parce que le western est très populaire et vachement. Aux États-Unis. Que du coup, le hacker en faisant du western spaghetti, c'est malin et apporter un petit peu de culture italienne et peut-être européenne même. Flavie. Moi, justement, c'est fait partie des trucs sur lesquels j'ai des réserves. En fait. Le western spaghetti est quand même un type de western de remise en question de l'hégémonie. Et là, c'est ce qu'on joue, en fait. On va jouer des gens démunis qui vont remettre en question le système parce qu'ils se le ramassent en pleine face. Et justement, utiliser un système hégémonique pour jouer ça, dans lequel il n'y a rien dans le système de jeu, pour poser des questions sur ce qu'on vit et pour montrer, en fait, que c'est ça qui est attendu, me pose question. C'est l'un des trucs sur lesquels j'ai des réserves. J'y reviendrai pendant le podcast, mais je trouve que justement, ça fonctionne pas. Il y a plein d'autres choses qui fonctionnent très bien dans ce jeu, mais je pense pas que ce soit un système qui permette de poser des questions politiques sur ce que les gens vivent et de permettre une désobéissance civile. Au contraire, en fait. On verra en quoi, justement, est-ce qu'il existe un lien potentiel entre ce qu'on fait dans cette partie et donc le roman picaresque et la 5e de Donjons et Dragons. Mais il y a peut-être justement un lien. On verra ça, il y aura peut-être débat. Donc, en tout cas, ils utilisent ce système pour faire un maximum d'émules à travers le monde, le tout pour partager des éléments de la culture italienne. En tout cas, c'est l'intention avec laquelle ils utilisent ce système. Alors, en détournant encore une fois les clichés de la fantasy, c'est-à-dire que Acheron Games n'utilise pas la 5e dans tous leurs jeux. Par exemple, Malavita, qui est un jeu sur la mafia, c'est un système dédié. Ou Lex Arcana, qui est un jeu sur l'Empire romain, c'est un système dédié aussi. Là, ils ont utilisé la 5e, et je trouve qu'il y a une logique, si tu veux, derrière, par rapport à l'univers qu'ils développent, quoi. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure quand on parlera justement de ça. Ça prouve qu'ils ont fait un choix
saillant, vraiment en conscience du système de la 5e. Donc, pour présenter le jeu, peut-être d'autres éléments. Il y a des pré-tirés, je vois. Alors là, oui, il y a des pré-tirés. Donc, il faut savoir que le jeu en lui-même... il y a un MJ, il y a des joueurs. Il y avait des pré-tirés. Alors, le monde en lui-même, dans le livre de base, c'est pas un univers qui, pour l'instant, est encore très décrit. Il est très inspiré de la culture italienne. D'ailleurs, si vous allez voir sur Internet et que vous trouvez une carte du monde de Brancalonia, ça ressemble beaucoup à l'Italie, en fait. D'accord. Voilà, divisé en 7 régions, comme l'Italie, en fait. Mais le jeu, en fait, dans la manière dont il est écrit, donne beaucoup d'éléments de contexte, beaucoup d'éléments d'ambiance, en fait, pour essayer de traduire quelque chose d'un peu différent. À la lecture, si tu veux, alors c'est difficile ici à retranscrire dans un podcast, mais quand tu lis le jeu, ça n'est pas écrit et ça ne se ressent pas comme un jeu anglo-saxon. Il y a vraiment une personnalité dans ce qui est présenté. Et notamment, alors de manière un peu plus factuelle, si tu veux, dans le fait que c'est un monde fantasy, mais il n'y a pas d'elfes, pas de nains, enfin il n'y a pas toutes les races classiques, mais il y a des espèces différentes des humains, et toutes ces espèces sont inspirées par la culture italienne, d'une manière ou d'une autre. Donc, pour donner des exemples, donc il y a les Malbranches, qui sont des êtres démoniaques qui sont inspirés donc de démons de l'enfer de Dante. Il y a des marionnettes magiques qui sont inspirées de Pinocchio, notamment. Meilleure phrase sur les fiches de personnages. Ouais. La phrase de Pinocchio, c'est « Non, madame, ceci n'est pas mon nez ». Avec cet humour potache bien européen. On ne trouverait pas ça aux États-Unis. Ah non, mais c'est ça, c'est ça. Voilà, donc tu as les Morgans. Donc les Morgans, ce sont des poèmes chevaleresques italiens. Les mystiques, qui sont des humains, mais qui ont reçu un don de Dieu, en fait. Donc comme il y a des mystiques dans la culture italienne, Padre Pio, tout ça. Les Sylvains, donc qui sont des divinités, alors qui ont donné en France, dans le monde anglo-saxon, les faunes. Mais voilà, donc la base est la même, mais la déclinaison pas tout à fait. Ouais. Enfin voilà, donc c'est... Donc déjà on a un système de peuples et d'espèces qui est beaucoup plus inspiré de la culture italienne, et d'espèces de grandes, on va dire pour faire simple, des grandes caricatures de certains types de plats qu'on nous sert dans des régions, ou de romans, de littérature. C'est ça. Typique. Quand je dis à la lecture, c'est très différent. Alors quand on lit le bouquin de base de Brancalonia, c'est très axé bouffe, la bouffe, la nourriture, les plaisirs de la vie d'une manière générale. Tu les vois sur la fiche de perso, je veux dire, t'as des saucisses, t'as du vin, En somme, imaginez que Astérix, ce soit quelque chose de sérieux, tu vois. Ça pourrait donner un Brancalonia français, tu vois, quelque part. C'est ça Astérix, pourrait être un peu quelque plus sérieux, parce que vraiment, il y a un côté caricatural chez Astérix, évidemment, dans le travail du dessin de Uderzo et dans les textes de Goscinny. Mais voilà, c'est ça, en fait. C'est une espèce de ouais, je vais dire une célébration du canon italien, en fait. C'est ça, tout à fait. Pour essayer de le diffuser. Et je pense que, alors bon, là, effectivement, moi, j'ai bossé sur le jeu, mais je pense que toutes celles et ceux qui l'ont lu, je sais pas, moi, par exemple, les Malbranches, les Mystiques, enfin, les Sylvains, c'est des choses que je connaissais pas. J'ai appris, en fait, toutes ces particularités de la culture italienne. Voilà. Donc j'ai appris pas mal de choses. Tu t'es senti dépaysé? Ah mais complètement. Enfin, je trouve que oui, quand tu lis le livre, ça, encore une fois, ça sonne pas dans l'écriture, dans l'ambiance. Et bon, j'essaie un peu de retranscrire ça pendant la partie, mais donc c'est ce qu'ils mettent. Et ce qu'on voit aussi dans les western spaghetti, c'est les gens sont pas propres, ils sont sales, il leur manque des dents. Enfin, tu vois, c'est pas des John Wayne avec des dents nacrées. Et effectivement, ils essaient de retranscrire ça dans le texte, pour donner des billes au MJ, justement, pour que le MJ essaye aussi pendant ses parties de donner un peu cette ambiance un peu sale, en fait, qu'on n'a pas forcément, tu vois, quand on joue. Alors c'est pas une critique vis-à-vis, par exemple, du Seigneur des Anneaux, mais c'est vrai que dans le Seigneur des Anneaux, la saleté, tout ça, c'est, enfin, tu vois, tout le monde est un peu propre, tu vois, là-bas. C'est pas le cas. Très bien, très bien. D'autres choses à dire sur le jeu avant qu'on commence le débrief? Non, bah écoute, je pourrais, non, ça... Voilà. Alors, si je voulais quand même préciser quelque chose, que dans ce jeu, on joue des vauriens, donc qui, donc encore une fois, vont essayer de s'extirper de leur classe sociale, et comme je disais, il y a une question de déterminisme, ne réussiront jamais, en fait. Mais par contre, on ne joue pas des zéros, c'est-à-dire on ne joue pas des personnes qui n'ont aucun talent, qui sont incapables de faire quoi que ce soit, des gros losers, en fait. Ça reste le système de donjon, et d'ailleurs, bon voilà, on en reparlera tout à l'heure, pendant la partie, ils ont quand même réussi à tuer un adversaire assez coriace, quoi. Donc on est avec des personnages qui, certes, ne sont pas
parfaits, mais ont quand même des capacités importantes. Ils sont quand même dans leur domaine de spécialité relativement forts en fait. Donc par rapport au système de donjons, ils sont dans Brancalonia, on est limité au niveau 7. Puisqu'après, bon, du coup, ça deviendrait beaucoup trop fort, ça n'aurait plus de sens par rapport à ce qu'on joue. Mais quand même, on a un certain nombre de vraies capacités, comme c'est le cas dans les récits picaresques. Et si vous prenez en exemple, par exemple, le bon, la brute et le truand, le personnage de Clint Eastwood, c'est pas une tanche, c'est un très bon tireur, c'est un très bon cow-boy, enfin, il sait faire énormément de choses. Pas de bol, il se retrouve embarqué dans des trucs qui font qu'à la fin, mais il est bon, et les personnages de Brancalonia, ils sont, alors, on en verra, bon, ils savent pas lire, ils savent pas compter, il y a plein de trucs où ils sont pas, c'est pas ouf, mais quand même, dans ce qu'ils font, ils se démerdent. Ouais, ils ont quand même des skills. Excellent. Alors, on va faire un premier tour de table, peut-être. On va commencer par toi, Sian, pour présenter ton personnage. Qu'est-ce que tu jouais dans Brancalonia ? Alors, dans Brancalonia, j'ai choisi, c'était très dur le choix de toute façon, parce qu'il y a des trucs assez sympas pour tous. Il y avait combien de persos en tout là pour vous ? Vous avez, il y avait 6 beaucoup de feuilles. Il y en avait 6, ouais. Il y avait 6 feuilles. 6, d'accord. Donc, moi, j'ai joué Uria. Uria est une païenne. Donc, on va dire que dans l'imagerie classique, ce qui s'en rapproche le plus, c'est les barbares. D'accord. Donc, elle a quitté son clan. Et elle est maintenant à coquiner avec une petite bande légèrement hétéroclite. Et ils traînent leur guêtre pour essayer vraiment de gagner quelques sous. Et toi, t'étais en combat, quoi. Et alors, moi, j'étais vraiment dans la partie combat. Alors, c'est clairement pas, quand on voit déjà l'image du personnage, on n'est pas dans l'elfe de la forêt avec des fleurs dans les cheveux. Non. On est vraiment je dirais pas d'une demi-orque, mais enfin, c'est vraiment l'humanoïde très roots. Ouais. Voilà. Ouais. Et presque femme préhistorique, un peu dans un côté Rahan. Il y a un côté Rahan un peu dans l'illustration. Complètement. Et donc, elle, son truc, c'est la hache, tout en finesse. Et ce qui vraiment la caractérise bien, c'est son intelligence absolument démoniaque, c'est-à-dire qu'on est dans le négatif. Okay. Donc voilà, à partir de là, on n'attend pas qu'elle résolve des équations du 3e degré. Elle prend un peu les choses au pied de la lettre, mais alors par contre, elle est à fond dans ses trucs. D'accord. Mais elle est à fond dans ses trucs avec une intelligence limitée. Et je vois que sur les feuilles de personnages, donc, alors, faut imaginer quand même ce qu'on a en face de nous, c'est-à-dire que donc on a des dents. Sur la dessinée, des saucisses, du pinard, des rognons ou des rôtis ou je sais pas quoi, ça doit être les points de vie. Des pilons de poulet. Voilà, c'est ça. Ça représente quoi tout ça ? Tu peux m'expliquer un peu ? Alors en fait, les chicots, c'est extrêmement logique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se prend une baffe, un coup de quelque chose, il y a des dents qui sautent. on est vraiment ambiance Terence Hill, Bud Spencer. Et les saucisses, c'est quoi ? Et alors, les saucisses, ça c'est le degré de fatigue. C'est-à-dire que c'est de la nourriture, du coup, pour se requinquer. C'est marrant. Voilà. Et on est en effet, pour revenir sur ce que tu disais, Vincent, merci. On est dans regards en podcast, ça fonctionne pas très bien, donc je vais préciser à chaque fois, c'est normal. On est complètement en effet dans l'imagerie italienne, puisque la bouteille de vin, c'est une bouteille de Chianti type, voilà, on est complètement là-dedans. Et toute la fiche de perso est vraiment chouette parce que ça fait parchemin. Ouais. Tout est dans les tons, beige, bison, marron. Les styles d'écriture rattachés à la Renaissance italienne, genre des trucs. Enfin, il y a des trucs comme ça. Et alors finalement les pilons, alors c'est quoi tu sais ? Les pilons, c'est au niveau c'est les dés de vie. D'accord. Ok. Quand on fait les tirages. Globo va nous expliquer ça mieux que moi. Globo, tu voulais prendre la parole, vas-y. Ouais, je pense que l'expert Donjons & Dragons et 5e édition à la table, c'est moi. Donc je vais tout vous dire. En fait, je pense qu'ils avaient remarqué. Quand les personnages arrivent à 0 point de vie, il y a des jets de sauvegarde. Et quand on rate 3 jets de sauvegarde, on est mort. Et c'est pour comptabiliser les jets de sauvegarde réussis et ratés par rapport à la mort du personnage. De quoi les pilons en bas. D'accord. C'est les jets de sauvegarde de mort. Okay. Et les saucisses et les chicots,
c'est parce que en fait, il y a un petit sous-système qui ne sert que pour la bagarre de type justement Bud Spencer, bagarre de taverne, etc., où on n'utilise plus les points de vie de Donjons et Dragons, mais on utilise les nions. Et il y a des petits pouvoirs de bagarre et donc qui vont coûter de la fatigue pour pouvoir les mettre en œuvre pendant le combat. Donc il y a un sous-système de baston à la de baf, quoi. Un sous-système de baf. Complètement. Tu vois, on est encore dans du Astérix là un peu, le côté Oui, baf. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas mourir dans une bagarre de taverne en fait. La bagarre de taverne, c'est bon enfant, tu rigoles, tu te tapes sur les autres, mais tu peux pas mourir. Tu peux être KO, mais ça s'arrête là. Globo, tu gardes la parole, tu vas nous présenter ton petit Mais personnage. oui. Alors moi je jouais Phénésia, qui est une espèce de un ensorceleur, mais typé diseuse de bonne aventure dans les foires populaires. Et donc j'étais le personnage un peu magicien du groupe, mais comme c'est un ensorceleur, c'est basé sur le charisme, donc plutôt flamboyant. Et j'étais l'intellectuel du groupe avec un tout petit 12 en intelligence. J'étais le génie du groupe. Donc 12 sur une échelle de 1 à 20. Voilà. On rappelle que c'est sur 20, hein. C'est 12 sur 20 donc. Hein. On n'est pas encore au niveau des équations mathématiques. Non, on en est loin. Et d'ailleurs, avec 12 en intelligence, je ne savais pas lire, ce qui a été assez cocasse pendant l'aventure. Ah ouais, à 12, tu sais pas lire dans Donjon. Alors, c'est le système dans Donjon. Dans des dessins, tout le monde sait lire par défaut. Mais pas à Brancalonia. C'est ça. Tu restes quelqu'un tu oui, restes un miséreux, quoi. Tu vois, donc t'as pas forcément eu accès à de l'éducation, mis à part si voilà, quelque part dans ton archétype ou dans ton historique c'est justifié, mais sinon non, tu ne sais pas lire. Il est compté. Flavie, ton personnage. Alors moi je jouais un Terence Hill au rabais. Il est beau, c'est un paladin. Ah, il est beau. Il est fringant. Mais qu'est-ce qu'il est con. et j'ai surkiffé jouer ce perso. Je l'ai choisi pour ça. C'est-à-dire, le mec, il arrive, il est persuadé qu'il est trop fort, il parle avec une grosse voix, mais quand il parle, ça fait flop. Et c'était trop bien à jouer. Et je l'ai vu, j'étais là, toi t'es pour moi, je te prends. Il te sourit et quand il te sourit, il a une dent pourrie au milieu. Ouais, t'es là, hey, salut, ça boum. Et à ce moment-là, en fait, il va dire un truc trop malaisant et il se rend pas compte que c'est malaisant. Voilà. Et il a un cheval, cheval, mais il est estropié, il a des flatulences, le cheval. D'accord. Et donc, il a trop la classe, mais son cheval fait. Voilà, j'ai surkiffé, je trouvais voilà, et j'ai beaucoup aimé le jouer. T'aimes bien Kronk, t'aimes bien ce genre de personnage. Bien sûr. Et moi, je vais embrayer du coup sur un truc que je trouve très très bien fait en fait. Sur les personnages. C'est tout le texte d'ambiance en fait qui nous amène à le jouer. Il y a plein de moments en fait sur le côté, il y a tous les traits, l'idéal, les obligations qui sont décrits, tous les méfaits. Je veux dire, le méfait, le fait que j'ai une prime de 10 pièces d'or sur ma tête, c'est parce que j'ai volé un cochon sacré à la Saint-Polenta, quoi. Et que j'ai fait un adultère et que j'ai déserté. Enfin, c'est nul. Enfin, je suis un brigand pourri, quoi. C'est nul. Et pareil, mes traits, ils ont l'air trop cool, mais à côté de ça, j'ai moins un en... Enfin, il y a toute une construction de la fiche de personnage qui pousse au cabotinage, en fait. Et qui s'est retrouvée beaucoup autour de la table, parce que même dans les pouvoirs qu'on a... Enfin, moi, dans les bagarres, on va en parler après, mais j'ai trouvé que les systèmes de bagarre étaient très drôles. Et ma bagarre, j'ai le châtiment du vin au lieu de divin, alors que je suis paladin, tu vois. D'accord. Et le saut plongeant, mais comme Terence Hill, je sais pas si vous avez déjà vu des Trinitas, mais il plonge dans la bagarre et il ressort après en faisant athlétisme. D'ailleurs, c'est là où j'avais le plus de points en athlétisme. Et du coup, il y avait plein de choses comme ça qui amenaient à faire plein de cabotinages et que j'ai trouvé vraiment très très cool en fait. Et qui s'est beaucoup retrouvé autour de la table. Parce que voilà. Et c'est ce qui poussait à jouer. Et j'ai trouvé intéressant le fait qu'il pose plein de petites choses comme ça sur la fiche qui t'amènent à avoir envie de jouer ça, en fait. Parce que quand tu regardes ta fiche, on sait tous qu'autour d'une table de jeu de rôle, tu peux pas être 100% tout le temps concentré, en fait. Donc souvent, ton regard erre sur la fiche. Et en fait, tu fais « Ah, mais oui, c'est vrai, j'ai ça, j'ai envie de le jouer. » Et du coup, ça te pousse à faire un truc en rapport avec ça. Ça te donne des idées de jouer. Un répertoire, quoi, oui. en fait, finalement. Ouais. D'accord, très bien. C'est ce qu'on appelait des couleurs dans le temps. Cette idée que ça te donne des envies, des pulsions. Vous êtes d'accord avec ça, Sian, Globo? Vous validez cette idée que la fiche de personnage donne envie de jouer son personnage? Oui, clairement. Et c'est vrai que justement, ces petits textes d'ambiance, ils sont très courts, très précis. C'est-à-dire que, oui, à un moment, j'aurais pu partir sur une certaine direction dans l'action. Et
ah oui, c'est vrai, mon perso est comme ça. Hop, j'ai pas fait non plus un 180 degrés, mais enfin, j'ai clairement infléchi ma trajectoire. Et je le vis beaucoup mieux, pourtant je commence à m'habituer au neutre, chaotique bon, chaotique mauvais, etc. Ouais. Mais j'ai beaucoup plus de mal, justement, alors que c'est plus ancien pour moi, je devrais avoir l'expérience. J'ai beaucoup plus de mal à suivre la ligne de mon personnage, alors que là, dans Brancalonia, avec 3 phrases, c'est réglé, je sais où mon perso doit aller dans les situations. Est-ce que ça mobilise ou suscite des personnages de cinéma dans ta tête quand tu vois les répliques ou quoi ? Est-ce qu'il y a une célébration du canon cinématographique dans les fiches de personnages ou pas du tout ? Parce que moi, genre, pour un truc qui célèbre, tu vois, le roman picaresque ou les films de genre type Cinecittà, j'aurais vu bien des réflexions ou des citations tirées de films, tu vois. Tu vois, quand on tire, on raconte pas sa vie. Ouais, il n'y a pas de citation de tirée de film. Après, tu vois, dans les portraits, le personnage de Flavie est très inspiré de Terence Hill, d'un autre personnage qui n'a pas été joué, là, qui est très inspiré de Bud Spencer. Enfin, l'illustration du personnage, c'est Bud Spencer. Tu vois, il y a des petites phrases comme ça, et moi, j'en ai une qui parle de son cheval, c'est suivons Kurogalo, c'est le champion pour prendre la fuite. Et alors que juste à côté, il y a marqué que c'est un paladin qui a plein d'honneur, et entre parenthèses, il y a marqué plus ou moins. Voilà. Et du coup, ça te pose le truc. Alors du coup, ça te pousse aussi à avoir envie de faire des petites phrases comme ça. Et en fait, on en a fait plein pendant le. C'est ça que t'appelles le cabotinage. Ah oui, on a fait plein de petites phrases, C'était à celui qui en sortirait le plus en fait. Ça a été un petit peu un festival pour ceux qui ont la ref. Donc évidemment, Terence Hill. Dans Trinita. C'est un petit peu l'esprit des tontons flingueurs. Et puis, moi, j'ai retrouvé aussi un petit peu les petites phrases à la Monty Python dans Sacré Graal. Ça m'a fait penser beaucoup à ces univers-là. C'est intéressant qu'elle cite les tontons flingueurs parce que c'est aussi une mouvance cinématographique d'immigrés italiens. En fait, le cinéma français d'Elino Ventura et compagnie, Globo, tu voulais... Alors, moi, je suis trop imprégné de Donjons et Dragons et de 5e édition. Moi, j'ai eu du mal à ne pas voir tout le système derrière et à pas voir que ça, tu vois. Mais c'est sans doute moi parce que ce système-là, je le joue, je le maîtrise, je le triture dans tous les sens depuis tellement longtemps que ça transparaît toujours, tu vois. Mais j'étais très content de jouer cette espèce de sorcière, de caniveau, basse de plafond et vénale et un peu à la limite de l'égoïsme, sauf peut-être avec ses potes. Tu vois, les potes de la bande, bon, tu sens que tu vas faire un effort, mais avec le reste du monde, c'est pas des personnages, pas vraiment méchants non plus, mais pas très glorieux, quoi. En tout cas, sur la partie en elle-même, on a eu quand même un certain nombre de moments. Il y a eu des moments où on s'est pris des bonnes barres de rire, si tu veux. Alors qu'on n'est pas non plus un groupe, on n'a pas l'habitude de jouer ensemble tout le temps. Enfin, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés hier. Tu vois, mais il y a eu quand même des passages où vraiment. Important ça. Mais moi, j'ai eu mal au ventre tellement je riais en fait à certains moments. Je sais plus ce que t'as sorti, Globo, à certains moments, mais moi, j'en pouvais plus en fait. Mais en fait, ça s'est ressenti pendant le jeu. C'est-à-dire que Globo, t'as utilisé ton personnage de manière très stratégique. De toute façon, dans les moments clés, tu as su comment l'utiliser pour l'optimiser à fond, ce qui n'est pas forcément votre cas, Flavie et Asiat. Parce que joueur de D&D et alors moi, justement, ça fait partie des questions que j'avais à poser. Parce qu'en fait... Alors moi, j'ai adoré le système de bagarre, j'avoue. J'ai moins aimé le reste du système parce que, justement, en fait, j'ai pas vraiment su comment l'utiliser. Il y avait des moments, en fait, quand on jouait des scènes d'action, hors moment bagarre, où du coup, je décrivais ce que faisait mon personnage, mais au final, il se contentait de taper. Alors j'ai utilisé 2-3 pouvoirs, mais aussi parce que je jouais pas quelqu'un d'hyper intelligent, mais j'ai trouvé que j'avais pas très bien joué en fait pendant le j'ai pas su utiliser en termes ludistes, tu veux dire, en termes stratégiques. Oui, j'ai trouvé t'as pas su utiliser le système pour faire les meilleurs succès. Non, je pense que c'est un système technique quand même. Et comme moi j'ai dû jouer trois fois avec ce système dans toute ma vie. Moi du coup, je me suis beaucoup plus retrouvée dans le système de bagarre. En fait, j'avais plus l'impression, quand on était hors système bagarre, j'avais l'impression de faire
de jouer, et de temps en temps jeter les dés, mais en gros, je faisais du roleplay, quoi. Et de temps en temps, je jetais les dés. Globo vient de dire c'est un système technique. Est-ce que tu pourrais donner un exemple, tu vois, d'un truc un peu technique ou, moi, juste pour qu'on puisse se représenter. Moi, mon personnage, il avait 5 sorts. Je les connais par cœur. Je sais exactement à quoi ils servent, à quel moment ils servent, pourquoi les utiliser, comment gérer mes ressources, etc. Fly, je t'ai dit pour le combat final, tiens, bah, t'as tel sort, là en ça fait, sert à ça, j'avais là ça décidé sert à ça, de garder, là ça sert à ça, quoi. J'avais compris qu'on allait faire un porte-monstre trésor, donc du coup, je me suis dit que j'allais garder en fait mes sorts pour la fin. Mais je sais, en fait, et à la fin, j'ai fait bon, on arrive au gros monstre, qui peut m'expliquer mes sorts? Parce qu'en fait, il va falloir qu'on les utilise. Et du coup, si ça se trouve, j'aurais pu en jouer avant, tu vois. Donc c'est les sortilèges surtout qui sont techniques, si je comprends bien. Non, un peu tout en fait. Enfin, c'est vrai que tout le système est technique. Alors l'avantage, je trouve, de ce système, c'est qu'il est simple à expliquer. Concrètement, je pense, avant la partie, en 5 minutes, je vous ai expliqué les 2-3 jets de base. Oui, on a commencé à jouer, c'est assez simple. Et après, je pense que tu as vraiment une courbe de progression quand tu joues à Donjon. Qui fait que de scénario en scénario, si tu veux, tu apprends à utiliser le système. C'est un jeu d'optimisateur de toute façon, la 5e, et Brancalonia là-dessus n'y échappe pas. Là, c'était vraiment un scénario de découverte. Je pense que si derrière on enchaînait 2, 3, 4, 5 scénars, évidemment à la fin on arrive à avoir un truc un peu plus technique. Et c'est ce que je disais au début, tu joues pas forcément des personnages qui sont des tanches, donc je trouve que c'est pas nécessairement incohérent avec le thème général de l'univers, quoi. Et ça nous a pas bloqué. Mais c'est sûr qu'il y a une différence technique de connaissance du système entre moi et les autres joueurs, quoi. Je pense que concrètement, tu n'aurais pas été là à la fin. Ça aurait peut-être le monstre final aurait été beaucoup plus compliqué. Tu veux dire que tu aurais fait moins de jets pourris Alors non, j'ai fait des jets pourris, mais quand même, tu vois, la bénédiction, tout ça, enfin, il y a quand même des choses que tu as ainsi. Sian, sur cette dimension, la dimension technique, t'as trouvé ça difficile aussi? Alors moi, je suis complètement différente des autres, puisque moi, j'ai dit que plutôt mourir, et je le redis, que d'être MJ. Donc je me laisse en général bien porter sur toutes les parties que je fais par le MJ. Je suis entourée de gens qui sont blindés de connaissances sur toutes les arcanes tous les mécanismes en fait de jeu. À partir de là, vraiment, mais je trouvais justement, j'ai l'expérience aussi quand même déjà pas mal maintenant des jeux, je me suis vraiment laissée porter par quelques phrases, par l'ambiance, et j'ai pas eu du tout de mal à mettre en œuvre le cadre qui était donné, et je me suis peut-être moins inquiétée de tout ce que disait Globo par exemple, parce que moi ça me pose pas de problème. Est-ce que tu avais des sorts, toi? Moi je n'avais pas, non. Voilà, une brutasse avec un QI de poulpe, j'avais pas de sort, non. Non, mais t'as quand même des capacités de classe à... Mais je suis classe à la base déjà, sans parler de capacité de classe. Et des capacités de classe. Mais est-ce que t'as ressenti une difficulté technique à jouer? Tu vois, tu t'es posé des questions techniques du genre, est-ce que là j'ai fait le meilleur choix, le meilleur move, par exemple pendant le boss de fin? Est-ce que t'as eu du mal à... Ah non, mais moi quand je joue, je suis mon perso. Alors ça, c'est absolument monstrueux dans certains cas, mais là... mon perso ne se pose pas de questions, donc je ne me pose pas de questions. D'accord, ok. Donc tu cherches pas spécialement à optimiser le coup, mais plutôt à taper, à faire ce que tu as envie de faire dans la fiction. J'essaie de bien rester dans le cadre, dans le profil de mon personnage tel qu'il a été décrit, de pas faire des choses irréelles. Une fois bien expliqué, c'est vrai que là c'est extrêmement... les aptitudes et traits, par exemple, c'est très très résumé, tout ce qui est rage, etc., tout ce qui va être les attributs un peu du barbare classique. Une fois que j'ai pu discuter un peu avec le MJ, qu'on a resitué, c'est bon. Après, à utiliser, c'était très simple. D'accord. Et j'ai trouvé ça très fluide en fait à jouer. D'accord. Mais je me suis sans doute posé moins de questions que mes collègues. D'accord. Alors, juste pour préciser, moi je suis pas du tout un MJ de la 5e. En fait, c'est un système que j'utilise assez peu. Tu vois, Globo le connaît beaucoup mieux que moi. Il y a beaucoup de choses que je maîtrise pas du tout. Oui, mais là, c'est toi qui étais le MJ. C'est vrai, mais tu vois, j'ai bien fait illusion quand même. C'est un système que... moi, je l'aime bien parce que je le trouve simple. Mais je connais pas toute la dimension tactique, mais globalement, si tu veux, je le trouve simple à prendre en main. Et c'est vrai que souvent, parce que je joue en même temps à côté... Alors, je vais raconter ma vie. Je suis de la campagne de Pax Elfica à côté, qui est aussi motorisée par la 5e. J'ai des joueurs qui, un peu comme toi, connaissent bien le système. Moi, j'arrive, je maîtrise, je connais un peu le système, et j'ai les joueurs en fait qui savent un peu conseiller leurs collègues et tout, et c'est très bien, ça me va, quoi.
Globo, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, c'est quand même une richesse de ce système-là qui concilie un petit peu les deux mondes. C'est-à-dire que le fait que Vincent soit pas expert en 5e édition, ça n'a pas du tout posé de problème et c'était fluide, quoi. Et moi, j'essaie toujours de me restreindre et de pas trop faire mon rule lawyer à chaque fois et dire ah non, c'est pas tout à fait comme ça, non, là, j'essaye de me restreindre quand même. Et j'espère que ça n'a pas posé de problème pendant la partie, je n'ai pas eu l'impression. Moi, au contraire, parce qu'à un moment, en fait, j'avais vraiment envie d'utiliser le jeu. Et du coup, là, tu as pu me dire ce que faisaient mes... Bravo, d'ailleurs, quelle mémoire. J'ai pu me dire ce que faisaient mes sorts. Et du coup, j'étais là, ok, donc je peux utiliser ça comme ça, comme ça. Du coup, j'ai pu un peu plus tester le système. Et il y a aussi le fait que du coup, j'ai jeté une bénédiction avant le truc de fin, avant le gros monstre de fin. Et donc, on avait le petit D4 en plus. Et mine de rien, ça fait ça. Il y a quelque chose qui me fascine avec toi, Flavie, et j'aimerais t'interroger là-dessus. C'est autant dans les apocalypseries, tu arrives à comprendre des moves extrêmement compliqués, à y voir les intrications, les machins comme ça. Qu'est-ce qui fait que dans un jeu comme DD5, tu vois les. Là, par contre, tu retiens pas les. Parce que c'était noté, mais il y avait le nom, mais il n'y avait pas noté ce que ça faisait. Ah, d'accord. Donc en fait, quand tu sais pas, il y avait marqué par exemple injonction. Ah oui, quand tu sais pas ce que c'est une injonction, pour la jouer, c'est un peu compliqué. Alors que dans Apocalypse World, les moves sont précisés, exactement. etc. Donc tu peux les utiliser. Et en fait, tous les trucs qui étaient... Parce que du coup, dans tout ce qui est bagarre, etc., par contre, les choses étaient précisées. Et du coup, là, j'ai pu les utiliser. D'accord. Tu vois, c'est... Mais du coup, parce que il faut savoir aussi quand je joue des pré-tirés. C'est-à-dire que si c'est moi qui avais fait mon perso, j'aurais été au courant. Et donc, je saurais. Donc, je pourrais l'utiliser, en fait. Mais ça veut dire pour les créateurs du jeu, et éventuellement, ça pourrait vouloir dire que les fiches de personnages, ils pourraient rajouter ça, tu vois. Enfin, ou pour quelqu'un qui veut faire playtester là. Non, c'est trop long, c'est trop développé. C'est ça, c'est trop long. En fait, la contrainte éditoriale, c'est que ça devait tenir sur une feuille A4 recto verso. Donc, effectivement, à partir du moment où tu as des lanceurs de sorts et où tu dois décrire ça, ça veut dire que tu es obligé de faire plus que ça. D'accord, très bien. Donc, voilà. Donc, après, c'est une contrainte matérielle, en fait. Oui, puis après, si c'est toi qui as fait ta fiche, encore une fois, c'est toi qui as choisi, en fait. Donc, du coup, en fait, tu les connais. C'est juste que là, comme on a joué des pré-tirés, je les connaissais pas. Donc, j'étais bien contente d'avoir une encyclopédie du jeu sous la forme de Globo. Et merci beaucoup. Et pour me guider, pour que je puisse vraiment tester le système, parce que j'avais envie de voir en fait ce qui dans cette adaptation pouvait être fait. Sian, tu voulais prendre la parole? Oui, c'est en fait ce que je voulais dire tout à l'heure, peut-être maladroitement, mais c'est vrai que par exemple la rage, ayant déjà joué dans des vies antérieures des barbares, hein, de Majorque en particulier, je savais ce que c'était que la rage. Mais sinon, quelqu'un qui n'a jamais joué ce type de personnage, qui voit juste écrit rage, oui, et j'en fais quoi? Je casse tout? Non, pas du tout. C'est des règles bien précises qui sont derrière, qui régentent la rage. Excellent. Alors, Flavie, tu disais système de bagarre très drôle, par contre. Alors, pourquoi le système de bagarre moi j'ai plein de choses à dire sur le système de bagarre. Alors, déjà parce que encore une fois, je suis fan des Bud Spencer et Terence Hill depuis que je suis enfant, et aussi parce que les scènes de bagarre me faisaient hurler de rire quand j'étais enfant. Et là j'ai retrouvé en fait cette ambiance de scène de bagarre. Le saut plongeant, mais oui, évidemment. Évidemment, tu montes sur une table et tu plonges pour aller foutre un lion. Et à côté de ça, quand tu plonges, du coup, t'infliges un lion, donc une dent en fait en moins à quelqu'un, la cible est étourdie, mais toi, du coup, tu te ramasses aussi un lion. T'as aussi un autre truc, j'avais le châtiment du vin. Du coup, j'effectue une attaque avec la force et quand je réussis, j'inflige un lion et la cible est aveuglée. Un lion, alors ça, c'est un lion, c'est une unité technique, c'est ça? Oui, c'est ça. Le lion, c'est la dent là, qu'on voit, c'est ça. En fait, tous les personnages ont 6 points de vie pendant, en gros, 6 nions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on entre dans une phase de bagarre, genre bagarre de taverne, d'accord, qui n'est pas un truc létal, en gros, tous les personnages, quel que soit leur niveau, quel que soit ce qu'ils font, ont 6 nions. Une fois que le personnage a 6 nions, il est KO si tu veux. Ce qui fait qu'en fait, tu peux te retrouver, voilà, t'es un niveau 1, t'es en face d'un niveau 7, 8, peu importe, tout le monde est. L'idée, c'est. Il n'y a pas d'enjeu stratégique, entre guillemets. C'est ce que tu disais, c'est pour faire du Terence Hill et Bud Spencer, c'est pour faire du Trinitas ou du Mon Nom et Personne. Il y a un vrai côté Astérix. Et donc, et puis du coup, c'est le choix aussi de ça, tu vois. Le fait que t'infliges un lion, c'est représenté sous forme de dent. Du coup, moi, ça me paraissait évident. Du coup, je me ramasse un lion, je crache ma dent par terre, quoi. Tu vois, et tu retournes à la bagarre. Et puis du coup, ce moment où du coup il y a une bagarre qui commence, il y a quelqu'un qui dit bagarre, et du coup tout le monde s'y jette, quoi. Et puis le fait que tu puisses pas mourir fait que du coup t'as un petit peu t'y vas.
T'y vas, et puis t'as aussi, et je crois que tout le monde l'a sur ses fiches, des trucs que tu peux jouer en groupe. Alors ça, j'ai pas eu le temps de le jouer, mais des choses qui peuvent donner quelque chose, des avantages au groupe en fait de la clique, parce que tu joues une clique, on est dans une clique. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça vraiment fun parce que voilà, ça. D'un côté, c'est pas bridant parce que du coup, tu peux faire plein d'autres choses, mais le nom en fait même de tes prises. C'est-à-dire, c'est des prises de kung-fu, des prises péraf, quoi. Plutôt du catch, en fait. Mais c'est nul, mais c'est drôle, du coup, tu sais que ça va être nul. En plus, on l'a pas encore dit, mais on a fait un nombre d'échecs critiques et de succès critiques à table qui défient toutes les lois des dés. C'est-à-dire qu'on a quasiment fait aucun jet milieu. On faisait c'était un truc de fou. C'est soit on était sur des 18, 19, 20, soit on était sur des 2, 3, 4, 1. Et du coup, ça renforçait ce côté extrêmement exagéré. Donc avec Brancalonia, vous vendez des dés spéciaux, il n'y a que des 1, des 3, des 18, des effets de 20. Alors là, c'était statistiquement, les dés étaient dedans. Après, c'est vrai que le nom des prises, enfin tout ça fait partie des trucs super drôles, mais tu vois, là j'ai pris juste un prêt-tiré, il y en a un donc, qui a dans ses prises spéciales la corde à linge, donc bon bah du coup tu vois. Et l'autre truc c'est bas les brais, c'est-à-dire que tu baisses le froc de ton adversaire, il se retrouve entravé comme ça pendant la bagarre, tu vois, enfin, genre c'est le truc. On peut dire aussi que donc le scénario a commencé dans une auberge et très 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 rapidement il y a une bagarre qui a éclaté, quoi. Donc on est quasiment dans du in media res avec la bagarre. Mais par contre, la bagarre n'a pas éclaté pour rien. C'est-à-dire que mon personnage, du coup, il a des traits qui indiquent qu'il supporte pas en fait qu'on fasse du mal aux persécutés, pas aux persécutés, etc. Et donc du coup, il y a, comme dans un Bud Spencer et Terence Hill, la petite frappe du coin qui arrive avec ses deux gros gorilles en fait et qui arrive pour faire du mal à un petit mec qui a l'air tout pauvre, tout pas bien, et du coup pour mon personnage c'est pas possible de laisser ça, donc évidemment j'arrive comme Terence Hill dans n'importe quel saloon qui fait laisse-le, voilà. Parce que voilà, et que je suis con en plus, donc je vois deux marmules et je me dis ouais j'y vais, et du coup c'est pour ça que ça éclate, et quand ça éclate dans la taverne et dans ce monde-là, la seule et unique chose qu'ils attendent c'est de faire une bagarre. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être parler un petit peu de la fiction, rapidement raconter un peu peut-être juste les grandes lignes de la partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui veut se lancer? Flavie, Globo. Alors Qu'est-ce que vous avez fait en gros dans le scénario est pas... Auberge, ça j'ai bien compris. Voilà, il est pas très complexe. Non, c'est un scénario classique. Voilà, on trouve un MacGuffin dans l'auberge, c'est-à-dire C'est quoi un MacGuffin, faut expliquer. Un MacGuffin, c'est quelque chose après lequel tu vas courir au travers de l'histoire et qui va justifier que tu avances dans cette histoire-là. Très bien. En l'occurrence, on trouve un bouquin, personne ne sait lire. Il y a l'air d'y avoir une carte au trésor au milieu. C'est ce bouquin-là que la petite frappe est venue chercher, donc on se dit c'est sans doute intéressant. Et en fait, on va faire le voyage de cette carte au trésor pour essayer d'aller choper le trésor à la fin, qui est gardé par un gros monstre. D'accord. Donc scénario, voilà, pas... la base de la fantaisie, quoi. Ouais, enfin c'est même le niveau 0 de la base. D'accord, très bien. Mais c'est intéressant de se dire. Donc, ce qui compte, c'est pas le scénario, clairement. Voilà. Dans Brancalonia, peut-être, il y a la possibilité que ce soit important, mais sur ce scénario-là, qui est un scénario d'initiation, je pense pas que ce soit le propos, quoi. Voilà. Non, mais c'est intéressant de se dire, tiens, pour la première partie d'initiation, ils choisissent de faire un scénario qui n'en est pas un truc très classique. Alors, juste pour vous dire, c'est le scénario du kit d'intro de Brancalonia que je vous ai fait. Donc, c'est si vous achetez le kit de découverte, c'est ce scénario-là que vous pourrez jouer. Et donc, je fais jouer ça parce que c'est aussi la volonté des auteurs, si tu veux, de publier ce scénario premier pour vendre le jeu. Pourquoi ? Alors, pourquoi, à ton avis ? Quel est le... Pour moi, c'est parce que c'est le scénario classique. Enfin, tu vois, je veux dire, vous êtes dans une auberge, ça commence dans une auberge, et tu vas aller buter un gros monstre pour avoir un trésor, quoi, si tu veux. Peut-être caricature, en fait. Oui, non, mais voilà. Il n'y a pas seulement ça dans le scénar. C'est-à-dire que c'est un truc que tout le monde connaît, donc il ne va pas y avoir de y a pas de pression. Donc, du coup, tu vas pouvoir investir ton personnage, et en fait, du coup, tu dois avoir envie de le jouer parce que du coup, il n'y a pas de pression. Donc, c'est beaucoup ce qu'on a fait à la table, en fait. Tu connais ce type de scénar, tu sais très bien comment ça va se passer. Va certainement, d'ailleurs, c'était le cas, y avoir un monstre intermédiaire pour tester un peu. Donc, tu vas avoir envie de tester autre chose, ce qui fait que tu rentres assez vite dans ton personnage. Ensuite, il y a plein de pistolets de Chekhov, en fait,
qui sont disposés au fur et à mesure du scénario, que tu réutiliseras certainement après. Un des pistolets de Tchekhov que j'ai beaucoup aimé, c'est ce personnage du duc qui est On rappelle que qui le est en pistolet de arrière-plan. Tchekhov, c'est un élément qui est mis en avant à un moment donné au début de l'histoire, mais qui sera réutilisé plus tard dans l'histoire et qui aura un impact dans l'histoire. Et le MacGuffin, les pistolets de Tchekhov, vous en avez beaucoup comme ça, des concepts On va essayer, mais on te promet pas. Vas-y. L'arrivée du duc, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que on rencontre en fait quand on est en train de se balader pour aller chercher ce trésor hypothétique, on rencontre en fait des gardes en fait qui demandent si on a vu passer Briga le nain parce qu'il a volé une bague au duc et en fait on n'arrête pas de rencontrer Ouais, on les rencontre tout le temps, je veux dire tous les jours on les voit, enfin des différents, tu vois, des gardes du duc différents, mais tous les jours on les voit, ils nous posent la même question et la première fois tu te dis ouais bon c'est de l'ambiance et puis après il y a un côté running gag quoi avec cette affaire. D'ailleurs on leur a même fait des blagues, tu vois. Oh, on a qu'à leur dire que ouais on a rencontré des gens qui cherchaient Briga le nain et en fait on les envoie chercher leurs copains et parce qu'en fait du coup quand il n'y a pas de pression tu décides de faire ça, mais du coup c'est intéressant parce que juste après eux c'est la garde du duc, du coup on s'en doute. Donc on se doute que du coup c'est lui qui lève les impôts dans le coin et après on rencontre un autre type de communauté qui existe en fait dans les Trinitas et tout ça, qui sont il y a un peu les itinérants en fait, qui eux du coup jouent des histoires. On rencontre 2 actrices qui jouent l'histoire du duc, donc on suppose que le duc du coup a eu un rapport avec la grande histoire, etc. Ce qui mène à une conversation assez intéressante à un moment, c'est mais du coup, pourquoi vous jouez l'histoire du duc ? Il est si important que ça. Qu'est-ce qu'il fait le duc là ? Parce qu'en fait, on va dans un endroit où il y a plein de gens qui vont et qui reviennent jamais. Puis à un moment, je dis mais il cherche la bague du duc, mais en fait personne n'est jamais allé voir ce qui se passe dans cet endroit où il y a plein de gens qui vont et qui reviennent jamais. Mais qu'est-ce qu'il fait le duc à part prélever nos impôts ? Et du coup, il y a ce petit truc qui apparaît là. Et qui serait certainement réutilisé plus tard par nos personnages. Je suis sûre qu'on serait amené à rencontrer Briga le nain et à savoir pourquoi il a volé la bague. Et on va devoir choisir si on reste avec lui ou pas. Enfin, il y a des pistolets de Tchekhov comme ça qui sont utilisés et qui pourront être utilisés plus tard, je pense. Globaux. Parce qu'au niveau scénario, avec le fait de rencontrer régulièrement les gardes du duc, tous les PNJ nous disent en permanence « Non mais allez pas là-bas, il n'y a personne qui en revient ». Et donc nous aussi on le prend au second degré en leur disant mais si les gens reviennent pas c'est sans doute que ça leur plaît là-bas, ils ont pas envie de revenir, c'est tout. Mais nous joueurs on sait très bien qu'ils y vont pas parce qu'ils vont à leur mort. Et quand tu rencontres les gardes du duc dont la seule obsession c'est retrouver la chevalière du duc alors que dans leur royaume il y a des endroits où les gens vont et crèvent, bah ça pose question. Oui, il y a aussi la futilité de la recherche de la bague en comparaison des misères que vivent ces pauvres gens. Oui, et puis c'est quand même une des choses que propose de jouer le jeu, en fait, cette remise en question, cette révolte. Et la pièce de théâtre là dont tu parlais, j'ai pas très bien compris. C'était des itinérants qui jouent une pièce de théâtre. En fait, on rencontre des itinérants qui vont de village en village. Et en fait, on n'a pas vu le spectacle. Mais comme j'ai dragué les actrices, elles jouaient dans le spectacle. Donc je leur demande de nous raconter le spectacle. Et donc elles disent qu'elles vont jouer l'histoire du duc. D'accord, ok, ouais. Mais on n'est pas allé. Je pense qu'on aurait pu aller voir le spectacle. Mais à ce moment-là, on était en mode parano, en mode on protège le livre et on veut pas qu'on sache qu'on a le livre. Alors, à ton avis, Vincent, Sian, tu voulais intervenir encore, rajouter un élément par rapport à ça ? J'allais dire, on était aussi très occupés à essayer de se lever de bonne heure. Ce qui pour nous consistait à peu près à être levé avant 13h. Donc, bonjour les aventuriers. Juste un petit mot par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que par rapport à pas mal d'autres jeux, on peut très vite se lancer dans le roleplay. Les personnages sont assez vite appropriables. Pas comment il faut le dire, mais en tout cas très très vite on peut partir totalement dans le roleplay. C'est vraiment très simple à utiliser. C'est un plaisir quand on aime ça. Vois, c'est pareil, Flavie a donné un élément de réponse tout à l'heure pour aller dans ce sens-là, c'est que en désamorçant les enjeux scénaristiques et en disant aux joueurs en fait c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de découvrir les secrets du donjon, c'est pas de découvrir des mystères, des machins comme ça. Du coup, en désamorçant tous ces trucs-là, tu positionnes les joueurs dans un truc, c'est quoi l'enjeu du coup ? C'est prendre son pied ici et maintenant dans les scènes qu'on joue là. Il n'y a pas d'enjeu à plus long terme. C'est vrai que quand tu prends un personnage qui a 8 en intelligence sur 20, en plus, oui. Fatalement, une fois que tu te dis que tu n'es pas censé briller par ta présence d'esprit, ta réactivité extraordinaire face à des tas de choses, et là, tu peux cabotiner, quoi. Ouais.
Globo, tu veux juste dire ça. Et donc, il y a un côté play to lose, mais fait par des personnages héroïques. C'est-à-dire que tu joues en play to lose, tu fais le mec bas de plafond, qui pose des questions idiotes, qui fait des remarques à la con, tout en essayant quand même de faire avancer l'histoire et l'aventure, parce qu'avec tes potes, vous voulez vraiment gagner du pognon. Et en même temps, ton personnage, il n'est pas incompétent. C'est-à-dire que quand tu veux faire un truc, tu réussis. Et c'est juste au niveau du discours et de est-ce qu'on se lance dans ce truc à la con ou pas. Donc c'est du play to lose, mais uniquement RP, quoi. Le système, il te sanctionne pas. C'est génial. Ouais, effectivement, j'avais pas vu cette dimension play to lose. Flavie. Non, c'est bon, ok. Mais c'est très malin. Dans la même catégorie d'idées du play to lose, je voudrais faire un spécial big up aux équipements du jeu. Et là, tout le monde est mort de rire autour de la table et vous allez comprendre pourquoi. En fait, les équipements, soit ils sont pourris, soit ils ont l'air beaux, mais en fait, ils sont pourris. et voilà. Et donc, ce qui nous amène à avoir du coup des équipements surpourris. Et à un moment, en fait, et tu le sais, je veux dire, c'est expliqué dès le début. Ouais. Et du coup, à un moment, on se retrouve dans un local marchand et le gars me propose une magnifique épée superbe. Elle est magnifique. Brillante. Avec un rubis. Et donc, évidemment, autour de la table, on commence à pouffer de rire parce qu'on sait qu'en fait, c'est de la contrefaçon et que ça va forcément être merdique. Et donc là, du coup, je suis là, bon, on va décider. C'est pas moi qui vais décider si je l'achète, c'est mon personnage qui va décider si je l'achète. Donc, du coup... je lance mon dé, évidemment, je fais un échec critique parce qu'on a fait que ça pendant le. Ah ouais, carrément, je la trouve trop belle l'épée. Et donc ça a été un running gag parce que elle donnait beaucoup de charisme, donc tout le monde me regarde, tout le monde essaye de me chourer mon épée, donc du coup j'essaye de protéger mon épée parce que c'est mon nouveau trésor. Et la première fois où je l'utilise, je fais un succès critique. Voilà. Donc, je coupe la tête d'un monstre et donc je suis là, c'est mon épée, elle est parfaite. et en fait, la fois d'après, je fais pas un succès critique, évidemment, elle se casse parce que c'est une épée de nerf. Et là, tout le monde est mort de rire parce qu'on attendait ça depuis le début, quoi. Le moment où l'épée allait se casser, où tu fais non, pas mon épée. Et ça, c'est génial, ces équipements qui amènent du jeu. Ouais. Tu vois, quelque chose à jouer, c'est pas juste ton équipement, c'est vraiment ça moteur de jeu en fait. Ouais, et c'est rigolo là, parce qu'en fait on va à la boutique pour acheter de la bouffe. On sait qu'on a 8 jours de voyage et notre objectif principal c'est juste d'acheter de la bouffe pour notre voyage, quoi. Et c'est le mec qui nous sort cette épée là comme ça. Le personnage de Fly au début hésite un peu, c'est pas trop, et moi mon personnage, il trouve super cool et il pense vraiment que c'est l'épée qu'il lui faut, quoi. Donc j'essaie de lui vendre, de lui dire mais si, tiens, je te file ma thune, il te la faut celle-là, elle est trop belle et tout. Et c'est un running gag aussi, l'épée, c'est un running gag qui nous a fait toute l'aventure, quoi. Ouais. Et c'est comme ça pour un peu tout, c'est-à-dire que du coup tu prends goût à jouer le fait de loser, c'est-à-dire qu'on arrive, on nous dit dès le début, on va voir le vieux qui peut lire et qui n'entend rien et quand tu lui parles et qui nous dit n'entrez pas dans la maison de mémé, et en fait évidemment donc on sait qu'il va y avoir, quand on va arriver on sait qu'il va y avoir un monstre qui va nous dire venez dormir dans la maison, et si on va dormir dans la maison on sait qu'on va crever. Et donc t'arrives devant une femme magnifique qui a rien à foutre là dans ce désert et qui fait venez dormir chez moi. Évidemment, on est là, pourquoi pas, sympa en vrai. Alors qu'on sait, on est là autour de la table, on est mort de rire. Donc heureusement, c'est elle qui a dit mais non, on a dit qu'on continuait et tout, mais c'est drôle. Une barbare, ça rentre pas forcément dormir dans une maison, donc c'était Malbar à la base. Donc du coup, c'est un petit plaisir du coup de se dire, et c'est pour ça que je trouve très bien fait comme scénar d'intro. Parce que quand tu vas jouer après le deuxième scénar, ton personnage, tu l'as sur le bout des doigts, en fait. Et là, tu vas pouvoir jouer autre chose. Tu vas pouvoir aller plus loin, en fait. Mais du coup, il y a quelque chose que je trouve un peu paradoxal dans cette idée, Fly, c'est que, justement, alors le système de la 5e de donjon, il est parfait pour cette caricature que tu décris là. Le scénar est très bien fait. Mais j'ai des questions, en fait, là-dessus. Ouais. Je trouve ça un peu... Je voudrais revenir à ce débat-là. Est-ce que le système de la 5e... Le système de donjon, il est fait pour faire du porte-monstre-trésor. Ouais. Le porte-monstre. Et pour jouer des personnages héroïques. Ouais. Je veux dire, tes persos, ils sont balèzes. Oui, mais à partir du moment où tu désamorces tout ça, et où tu dis, en fait, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de trésor, et vous n'êtes pas héroïque, vous êtes des personnages de roman pourquoi utiliser la 5e ? C'est exactement comme ton épée, en fait. C'est de l'ironie dramatique, en fait. C'est de l'ironie.
Voilà, c'est de l'ironie dramatique. Mais en fait, je pense qu'on n'a pas joué assez parce que c'est une vraie question que j'ai moi. C'est on peut pas aller plus loin que le niveau 7. Je pense que le jeu, il est fait aussi pour faire monter une frustration, mais cette frustration a-t-elle le temps de monter et quand elle sera là, du coup, pour qu'on puisse être en colère et faire de la rébellion, en quoi le système va-t-il soutenir ça ? Eh bien, justement, ça tombe bien puisque nous avons le coordinateur d'Agathe parmi nous qui a donc... Alors, pourquoi, Vincent ? Parce que... bah voilà, alors très bien. Okay. Bonne réponse d'éditeur. Ce système est génial, merci, au revoir. C'est tout pour moi. Je peux lâcher le micro par terre. Non, alors déjà il y a voilà le système est pas mal détourné. Tu parlais des équipements là, mais ça fait partie des trucs, c'est-à-dire que les tables d'équipement, si tu veux, c'est quand même une base de donjon, si tu veux. Les tableaux avec des armes, tout ça. Et quand tu lis le bouquin de Brancalonia, t'as le tableau des armes de mauvaise qualité, le tableau des contrefaçons, le tableau de la camelote magique. Tu vois. Et tu lis le truc de la camelote magique, tu regardes chaque objet magique est limite une idée de scénar. Toi, c'est un titre extraordinaire. Si tu lis la capacité, c'est nul à chaque fois. Mais voilà. Et du coup, ils ont vraiment repris les clichés de donjon où tu as par exemple les tables de rencontres aléatoires, c'est les tables de chemin qui ne mènent nulle part, où tu fais des rencontres un peu pourries comme ça sur les chemins. Donc du coup, ils ont quand même détourné un certain nombre de choses. Ensuite, donc par rapport à ce que tu disais, effectivement, tu joues un héros, c'est-à-dire que c'est ce que je disais, c'est comme le cow-boy de Clint Eastwood. Effectivement, tu réussiras jamais. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit au début du scénario. Vous ne réussirez pas à la fin, et vous le savez un peu dès le début. Mais quand même, quand vous allez entreprendre des choses, à la fin, quand vous tombez face au dragon, le dragon, vous lui mettez une sacrée déculottée quand même, quoi, si vous voulez. Et de scénar en scénar, alors là, vous avez des personnages niveau 3 hein, pour commencer. Alors, si tu commences au niveau 1, le temps que tu montes au niveau 7, si tu veux, c'est-à-dire que tu enchaînes les scénarios, tu vas essayer, tu vas te démener, tout ça, et t'as le duc qui est là, qui est riche, tout ça, et toi, tu vas jamais y arriver, tu vois, malgré tout, et malgré le fait que tu deviennes de plus en plus fort, et toi, mais où vraiment t'es bloqué, non pas par le système, parce que du coup, tu deviens... Alors, t'es limité au niveau 7, parce que dans Donjon, quand même, à un moment donné, si tu veux, tu deviens une espèce de demi-dieu, ça n'aurait plus de sens, je pense, dans Brancalonia, donc il plafonne comme ça, mais quand t'es au niveau 7, t'es déjà sacrément fort, hein, quand même, dans Donjon, et tu vas être un aventurier extrêmement fort, et la société va te plafonner de toute façon, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne te laissera pas sortir de ta condition, malgré tout, malgré le fait que... malgré le fait que finalement tu le mérites. Ça fait partie des trucs, c'est-à-dire pourquoi le duc est duc ? Mais parce qu'il mérite d'être duc en fait. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire il a beaucoup travaillé, enfin tu vois, il va y avoir tout un blabla là-dessus, et toi tu vas essayer de scénar en scénar, tu vas essayer de le mériter, et en fait tu t'aperçois que pas du tout, t'as beau le mériter, t'as beau essayer de faire plein de trucs, en fait tu te retrouves... voilà. Et je pense que t'aurais un système où tu échouerais, c'est-à-dire tu ne réussirais pas toi tu serais juste un loser, tu sais pas te battre, tout ça, mais du coup tu n'accumules pas cette frustration, et au final cette partie critique de l'ordre social, pour moi, tu resterais un peu dans ce qu'on a fait aujourd'hui, dans un peu de la bouffonnerie, tout ça, sans vraiment te confronter à ça. Alors, le truc de la critique sociale, je pense, dans ce scénario d'introduction, tu ne l'as pas. Je pense que tu l'as vraiment, et il y a 5-6 scénarios dans le livre de base. Quand tu commences à enchaîner les scénarios, enchaîner les aventures, et à te confronter vraiment au fait que la société va toujours te ramener dans le caniveau, quoi que tu fasses, quoi. Mais excuse-moi, Vincent, mais est-ce que, je te passe la parole après, est-ce que c'est pas aussi, quelque part, une critique du jeu de rôle proposé par Donjons et Dragons, comme moi ça me fait beaucoup penser à Nehalbuck en fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté team de losers utilisant un système qui leur dit que tout est fait pour réussir, mais autour un univers dans lequel, parce que tous les objets sont pourris, de toute façon le donjon il est pourri, de toute façon leur prophétie elle est pourrie, et puis en fait ils viennent de nulle part et ils iront nulle part, et ils seront toujours de la loose. Et tu vois, je connais pas le jeu de rôle Nehalbuck, enfin du podcast, j'ai pas souvenir que c'était des héros. Je parle pas du jeu de rôle spécialement, mais du propos de Nehalbuck, la première série audio, j'entends, tu vois. Ouais. C'est ça. Enfin, pour moi c'était une caricature du jeu de rôle classique. Pour moi typiquement dans Nehalbuck, les souvenirs que j'ai du podcast, c'est que c'était des losers, c'est-à-dire qu'ils étaient pas très forts dès le début, quoi, si tu veux. Mais peut-être que je me trompe, ça fait longtemps que je les ai pas écoutés. Là où à la fin de ce scénar, ils mettent quand même une branlée à un dragon, quoi, si tu veux. Alors voilà, un dragon à leur niveau, si tu veux. Mais j'ai la sensation que le jeu nous dit, voilà, c'est pas parce que vous mettez des branlées à un dragon que vous serez quelqu'un d'important. Tu vois, oui, c'est pas comme ça. Ouais, mais donc quelque part, c'est une critique de la méritocratie telle qu'elle est proposée dans Donjons et Dragons.
Et donc, quelque part, c'est aussi une critique du jeu de rôle classique. Enfin bon, je sais pas, j'y vois peut-être plus qu'il ne faut y voir, mais je surinterprète peut-être. Mais Sian, tu voulais intervenir, puis Globo. Oui, c'était juste pour dire par rapport à Naheulbeuk, c'est vrai qu'en particulier sur le combat final, moi, ma barbare, enfin ma païenne, mais qui a un caractère de barbare, j'avais dans la tête le 7 ans marchant dans les entrailles, que les barbares montent à l'assaut. Ah oui, ben ça c'est. Et j'étais ça m'est venu naturellement, et c'est vrai qu'on retrouve un peu, oui, l'ambiance. Moi, j'étais très très fan, au moins de la première saison de podcast. Même dans la caricature du scénario et tout ça, tu vois. Globo. Alors, deux choses, je reviens un tout petit peu en arrière sur les histoires de niveau. De toute façon, à Donjons et Dragons, la majorité des gens jouent à ces niveaux-là. Il y a très peu de gens qui dépassent le niveau 10 à Donjons et Dragons. C'est une micro-partie de la population de gens qui y jouent. Voilà, fin de la parenthèse. Et moi, je pense que dans Naheulbeuk, on est vraiment dans de la farce. Là, on n'est pas dans de la farce, on est dans de l'ironie, tu vois, on est vraiment dans le western spaghetti, c'est-à-dire que c'est à la fois c'est rigolo, c'est ironique, mais c'est pas ridicule. Tu vois, enfin, un petit peu pendant les bagarres quand ils foutent des baffes tout le temps, mais tu vois, le bon, la brute et le truand, c'est pas ridicule, ils sont pas ridicules les personnages, c'est vraiment des héros. Alors que dans Naheulbeuk, les personnages sont ridicules, c'est de la farce. Et là, on est dans de l'ironie dramatique, c'est-à-dire que nous, on sait qu'on va jouer des gens qui ne peuvent pas réussir et qui sont un peu bas de plafond, mais on joue aussi les héros et on cultive un petit peu. On est tout le temps sur la brèche entre cultiver le code et s'en moquer au second degré. Et on n'est pas dans la tarte à la crème, quoi. Flavie disait tout à l'heure que la 5e était sans doute pas le bon système pour Bancoloni. Ouais, elle était mais plus... maintenant qu'il en a parlé, pourquoi pas ? Faudrait que je joue plus. Ouais. Mais il faudrait que je vois ce que ça donne. Pourquoi pas le développer ? En développant, pourquoi pas ? Parce que en fait, c'est qu'un scénar d'intro. Je me suis vraiment posé la question en fait de pourquoi utiliser le truc le plus joué pour faire une critique. Et de ce que tu dis, en fait, ça a été pensé et il y a peut-être moyen, en effet, de faire cette désobéissance civile avec ce système. Maintenant, je l'ai pas joué, donc je peux pas dire. Mais au terme de ce premier scénar, c'est un questionnement que j'ai. Parce qu'après, comme dans tous les jeux de rôle traditionnels, beaucoup d'éléments vont reposer sur le scénario, en fait, et sur le type de partie qu'on va nous proposer de jouer. On l'a bien vu avec Sombre. N'est-ce pas, Globo ? S'il te plaît, merci de citer cet excellent jeu. Exactement. Mais c'est que, du coup, tu vois, dans les jeux de rôle traditionnels, si tu joues pas le scénario qui est proposé par la base, c'est extrêmement difficile de donner un avis sur le jeu parce que le scénario fait partie intégrante du jeu. Et donc effectivement, quand on avait testé Sombre, tu nous avais proposé un scénario que tu avais créé et ça nous avait fait sans doute passer à côté de la critique du jeu tel qu'il était. Bon, c'est pas le propos, on pourra peut-être en reparler. On en parlera peut-être. Non, mais c'est pour te dire que là, ici, tu vois, il propose un scénario bien spécifique et j'imagine que c'est là, entre nous, enfin, moi je pense que le scénario, il est pas très intéressant, quoi. Ce qui est vraiment intéressant, c'est nous, on s'est emparé de tous les détails et Vincent, il a vraiment su aussi mettre. Il y a eu plein d'effets de running gag qui sont venus. Il y a l'épée, il y a les patrouilles du duc, il y a le gars de départ, on avait l'impression qu'il nous courait après, tout le monde nous en parlait tout le temps. Et donc il y a tout un tas d'éléments, un petit peu comme les histoires enfantines, tu sais, où tu reprends tout le temps le thème et tu reviens dessus. Ça s'appelle les contes de randonnée. Ah d'accord. Mais attendez, parce Merci. que ça, est-ce que c'est Vincent qui l'a introduit dans la partie ou est-ce que ça fait partie du scénario d'introduction de Brancalonia ? Non, ça fait partie du scénario d'introduction. Et voilà. Ça fait partie des. Et voilà. Alors, il y a plusieurs pistes qui sont proposées, mais oui, ça fait partie des pistes. Parce qu'après, le scénario peut être joué en 7, 8 heures. Enfin voilà. Donc du coup, il donne moyen de moduler la durée en fonction de. Si on avait joué plus longtemps, il y aurait eu aussi plus de choses. Mais voilà. Après, alors juste pour préciser, il y a aussi. J'ai précisé au début. Alors c'est histoire de déterminisme. Vous allez échouer, c'est aussi pour avertir les joueurs et pas finir sur une frustration, puisqu'effectivement à la fin vous êtes aussi pauvre, enfin un peu plus riche, mais presque aussi pauvre qu'au début. On s'apprête à aller tout dépenser à la taverne, quand même, je pense à la fin. C'est pour éviter vraiment de frustrer les joueurs. Après, faut voir comment. Bon, là, c'était un scénario d'introduction. Il y a, 5 scénarios dans le livre de base, mais à un moment donné, le système, je pense qu'une fois que tu es bien lancé dedans, tu vas commencer à essayer de
de hacker le truc, c'est-à-dire un peu jouer comme Globo, tu maîtrises bien le système de la 5e et tu vas essayer quand même de tirer le truc vers toi, et le MJ ça devient un peu ton adversaire qui représente, je dirais, un peu la société, et qui malheureusement à la fin va faire que malgré tout, malgré le fait que tu aies progressé en niveau, que tu maîtrises mieux le système et que merde quand même tu pourrais te démerder, et bien malheureusement ça ne marchera pas forcément aussi bien que ça. Là on avait trouvé un super trésor de dragon, hein. Il y avait vraiment moyen de se faire une blinde, et puis il y a tout qui se casse la gueule, on se barre en courant, on essaie d'en mettre dans nos poches. Du coup il fallait nager. On a été obligé de lâcher en chemin la moitié des trucs qu'on avait pris parce que sinon on aurait crevé, et finalement on est parti, on n'avait rien, on revient, on a un peu plus, mais c'est pas grand chose quand même, quoi. Ouais, mais clairement, tout n'est pas perdu parce que à la fin, on est bien décidé, on va se débrouiller, on va revenir. Oui, la caverne s'est un peu écroulée, d'accord. Mais non, on va trouver le moyen, il n'y a pas de souci, on va se refaire. On va se refaire. Et juste quand même comme ça, pour info, juste pour vous dire, donc ça c'est le scénario du kit d'intro, je crois le premier scénar du livre de base, tu découvres comment le duc a fait richesse notamment. Donc effectivement, tu as raison, c'est un fusil de Tchekhov, là je commence à en parler, et si tu continues et que tu joues après ce deuxième scénar, du coup tu commences à apprendre ça, tu vois. Eh bien non, enfin vous vous en doutiez, mais ce n'est pas parce qu'il le mérite. Il méritait, bien sûr. Et alors justement, moi c'est là où je m'inscris en faux par rapport à ce que disait Globo tout à l'heure, c'est que je trouve pas que le scénario, c'est un scénario basique en fait. Tu vois, ils ont fait le choix d'un scénario inintéressant au départ. Tu vois, parce que si tu veux, classique, bateau, non, c'est pas la même chose, parce que quand tu fais le choix d'un scénario classique, tu le prends au sérieux. Moi, je suis sûr qu'il y a une volonté là de ne pas prendre le scénario classique au sérieux. Le fait de te faire débuter dans une auberge et d'avoir prévu des caractères de bagarre et pas de combat, pour moi, c'est la preuve que c'est réfléchi. C'est-à-dire qu'on va prendre en fait si tu veux, si tu fais un scénario X qui mène à Z, tu vois, en passant par Y, tu peux le faire en le prenant au sérieux, ou alors tu peux le faire en te disant on va faire ce scénario sempiternel que tous les joueurs font parce que justement notre propos il est pas là. Et là, moi, je pense qu'on est plutôt justement dans ce second choix et pas dans le premier. Un gros avantage, c'est qu'il présente un peu il présente beaucoup des types de personnages et des lieux qu'on va rencontrer en fait. On a la taverne, on a les gardes, on a mine de rien dans les Bud Spencer et Terence Hill les itinérants qui vont de ville en ville, etc. C'est quand même un groupe qui est assez important, donc je suppose qu'on sera amené à les revoir. Il y a plein de losers fantastiques comme nous. T'as le magasin, t'as l'espace désertique, t'as les gens qui sont type les passeurs, comme on a pu voir, qui sont des gens qui gagnent leur vie misérablement. Et il y a tout plein de choses comme ça qui, à mon avis, nous permettent de nous ancrer dans un univers et de savoir en fait quoi faire après, en fait. Et du coup, certes, ça paraît... Soyons honnêtes, il ne s'est pas passé grand-chose en fait pendant ce scénar. On a fait une bagarre dans la taverne, t'as volé un livre. Mais Ensuite, on est allé faire lire le livre. Puis on a avancé, on a rencontré des itinérants, on a rencontré des gardes, on a rencontré un passeur, on a rencontré un monstre, on a rencontré un deuxième monstre. On est parti avec des pièces d'or. Mais tu vois, pas sur le papier, c'est pas folichon, des pièces d'argent, même pas des pièces d'or. Non, mais oui, mais en fait, ce que tu viens de dire là sur le papier, c'est pas folichon, on pourrait le dire aussi de la 5e. Sian, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, c'était un peu ça, c'est que quelque part, je connais pas mal de scénars qui sont, on va dire, pour être très gentil, beaucoup plus ambitieux et qui se résument à ça. Et c'est ça. Et pour moi, en fait, il y a un double langage dans le jeu qui est que, comme le scénario est normal et ne se prend pas au sérieux, l'usage de la 5e comme système de résolution, c'est la même chose. Ils ont choisi sciemment de trucs parce que, en fait, ce qui compte, c'est ce que eux, ils ajoutent, à savoir la bagarre et machin. Et en fait, pour moi, le propos du jeu tel que je le comprends là, tel que je le vois à travers les fiches de perso, et tel que je le comprends à travers votre récit, c'est que, justement, c'est une caricature de Donjons et Dragons 5, en réalité. Et on joue des marginaux qui voyagent dans Donjons et Dragons 5 et qui échouent dans Donjons et Dragons 5. Mais bien sûr, le tout dans un lore italien et tout ça, le tout dans une carte postale différente. Mais il y a un côté aussi critique de l'héroïsme tel qu'il est proposé dans les donjons. Globo, tu voulais intervenir et je rends la parole à Vincent. Mais... Oui,
Cela dit, moi, je pense que le jeu se prête bien aussi à ce qui est toute une foule de factions, de personnages, de gens qui s'entremêlent, de quiproquos. Parce qu'on est dans du vaudeville un peu. Ouais. Moi, j'aurais aimé, mais c'est pas possible sur un scénario d'initiation, tu vois. Mais plus de factions, plus de gens qui viennent te proposer des trucs louches, de plein de gens qui ont un même intérêt et puis qui viennent tous et essayer de te tirer vers eux. Je vois vraiment ça avec Brancalonia. J'aurais aimé, mais bon, sur un scénario d'initiation, oui, on reste dans le classique, quoi. Vincent. Oui, c'est ça. Là, je pense que le choix qu'ils ont fait, c'est vraiment de prendre les clichés et de les détourner, comme pour le système. Alors voilà, un exemple, par exemple, pour le système, c'est celui, parce qu'ils ont repris donc le système de donjon, enfin de la 5e, qui est celui de repos court et des repos longs, donc pour notamment récupérer les sorts. Alors dans le sein de la 5e, ils disent voilà, tu fais un repos long et tu récupères tous tes sorts de ta liste de sorts. Bon, très bien, c'est la même chose dans Brancalonia, sauf que le repos long dans Brancalonia, c'est 7 jours, parce que bon, tu comprends, c'est quand même un peu fatigant, quoi, tu vois. Et c'est vrai que tout est un peu à l'avenant, où à chaque fois ils reprennent le système et ils le détournent, si tu veux, pour en faire un truc. Enfin, moi, franchement, ça a été un plaisir de bosser dessus, mais à lire le jeu, il est super drôle. Et même le système en lui-même, je trouve que c'est plein de super bonnes idées comme ça. Ouais, ça m'étonne que le mot Brancalonia vienne pas des branques, en fait, quoi, tu vois. Parce qu'il y a un côté team de branques, quoi, tu vois, au sens d'Audiard, quoi. C'est des branques. Tu joues des branques. Peut-être. Je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous aviez des éléments à ajouter ou est-ce qu'on arrive gentiment à la fin de ce podcast? J'avais quand même une dernière question pour Vincent Preux, mais oui. Moi, j'ai une question, en fait. Moi, les dernières fois où j'avais joué avec ce système, on n'avait pas fait ça, donc je me demande, en fait, vu que j'ai jamais lu, moi, j'avoue, je n'ai jamais lu la DD5. Voilà. Quand on réussissait un jet de dés, là, on racontait, et quand on échouait, on racontait pas. Est-ce que c'est comme ça dans le système de jeu de DD5 aussi? Vincent? Je crois pas. Ça dépend. Je pense que ça dépend des MJ. Mais même dans DD5, hein, il y a écrit que, je crois, en tout cas dans la base que j'ai lue, je crois, Héros et Dragons, c'est la 5e aussi. C'est la 5e, Héros et Dragons. C'est un peu réécrit par Black Book, mais. Ouais, voilà. Il me semble qu'il y a dans Héros et Dragons, il y a des notes qui disent voilà, n'hésitez pas à laisser vos PJ raconter leurs exploits quand ils réussissent et font des beaux succès, de les laisser décrire. Je pense que c'est moi comme MJ en fait qui a l'habitude de faire ça, peut-être parce que à force de faire des parties d'initiation, je me suis aperçu que les joueurs avaient peut-être plus de mal à s'emparer des échecs entre guillemets. Mais non, tu peux tout à fait le faire. Parce qu'on a plutôt tendance à penser que les échecs c'est le monde qui nous les impose. Alors que les réussites, tu vois, on les mérite. Donc c'est nous qui devons décrire, tu vois. Souvent, il y a cette idée que, dans le jeu de rôle traditionnel, il y a cette idée que si ça dépend de toi, c'est toi qui le décris, y compris ton personnage. Tu vois, par exemple, les MJ ont tendance... imagine, tu arrives dans la maison de ton personnage, les MJ ont souvent tendance à poser la question au joueur, à quoi ressemble la maison de ton personnage? Parce que on a la sensation que ça dépend de lui, ça dépend du personnage à quoi elle ressemble sa maison. Ça dépend de lui s'il est bordélique ou pas. Alors qu'en réalité, Pierre Bourdieu nous dit que ça dépend de bien d'autres choses. Mais bon, c'est une autre histoire. Il y a aussi que narrer ses échecs, c'est valorisant, c'est de l'empowerment pour le joueur. Ouais. Salut. Comment? Narrer ses échecs, c'est de l'empowerment. Narrer ses échecs ou narrer ses réussites? Non, c'est réussite. Ouais. Et narrer ses échecs, c'est frustrant. Et selon le principe de Shege, quelque part, c'est bien qu'il soit raconté par quelqu'un d'autre. Ouais, mais si tu joues en play to lose, non. Justement, au fur et à mesure, parce que je me suis fait la réflexion, en fait, qu'au début, c'est ce qui se passait, et qu'à la fin, en fait, on racontait quasiment tout. En fait, Vincent, on faisait des échecs, c'est Vincent, ça. Ouais. Pour avoir mais souvent c'était joué cool. Moi, justement, c'était cool. Enfin, comme on était vraiment... les échecs, puis on avait fait tellement d'échecs critiques qu'en fait, ça devenait drôle à jouer. Ouais. Y compris toi, le petit on a fait grand un maître de jeu. d'échecs et de succès critiques impressionnant. Il y a aussi que, en jouant en Play Toulouse, nous, il y a plein de choses qu'on faisait en ironie dramatique et avec une attente d'effet, quoi. Et donc, du coup, tu vois, tu t'essaies de mettre un truc en place en te disant ce serait rigolo que. Et puis, quand ça arrive, c'est un petit peu valorisant aussi de décrire ce que tu fais. Mais moi, j'ai pas eu le sentiment qu'on décrivait particulièrement ces échecs. Je m'en suis pas rendu compte, en tout cas. Au fur et à mesure, si. Il y a un moment de bascule dans le jeu, en fait. À partir du moment où il y avait l'épée, en fait.
on a commencé à décrire, en fait, aussi parce qu'on faisait un nombre d'échecs critiques de ouf, quoi. On a commencé à rire. Il y a quand même un moment où je lance 2 dés, où je suis censée avoir, où je prends le plus bas, parce que j'ai un malus, et j'ai fait 1 et 2, c'est-à-dire les deux scores les plus pourris du jeu, quoi. Et j'étais voilà. Et à partir de là, en fait, on a commencé à décrire. C'était pas systématique, mais on a commencé à décrire nos échecs. Et je pense que quand on les décrivait, on était pire que tout. Mais après, le système de la 5e est pas. Enfin, tu vois, c'est ce que tu faisais au début, tu essayais d'esquiver, mais en fait, tu vois, même le système n'est pas fait pour. Tu as une classe d'armure, ça touche ou ça touche pas. Enfin, c'est passif. Donc après, tu peux toujours décrire un peu comment ça se passe, mais tu sens quand même que c'est un système qui est hérité du wargame à la base et qui est quand même plutôt technique, quoi. J'avais une dernière question, c'est sur cette fameuse pièce de théâtre. T'as d'autres questions, toi, peut-être, Fabi? Non. C'est sur cette fameuse pièce de théâtre là. Est-ce qu'il y a une volonté dans le scénario de mettre en méta comme ça le duc de mettre en scène le duc dans une pièce de théâtre pour raconter comment lui il est trop classe et comment les personnages eux n'auront jamais accès à une histoire qui leur racontera, qui sera la leur, etc., qui sera racontée, quoi. Est-ce qu'il y a une volonté, tu penses, méta-narrative, quoi, de mettre une pièce de théâtre dans le premier scénario de Brancalonia, qui lui-même est une caricature d'un truc qui... Tu vois non, je pense pas. Non. Je pense que la volonté, c'est quand même que les joueurs soient au contact de gens qui sont un peu de leur classe sociale. Alors bon, voilà, les itinérants, le marchand un peu pauvre, tu vois, le vieux sourd à l'entrée du village, tu vois. Mais voilà, c'est surtout ça, si tu veux, avec... le duc qui est là un peu tout le temps sans jamais être là, en fait, tu vois, son ombre est un peu omniprésente dans le scénar, alors que il sert à rien, il sert à rien dans l'histoire, mais il est là quand même, tu vois, on en parle, parce que tu vois, justement, des figures importantes, tu vois, dans une dynamique de dire voilà, vos personnages ne seront jamais des héros, jamais quelqu'un ne montera une pièce à votre sujet, alors que le duc qui ne le mérite pas, lui, on parle de lui et on monte des pièces de théâtre en son sujet. Tu vois, il y avait peut-être, parce que pourquoi je te dis ça, parce qu'il y a une autre campagne comme ça qui commence par l'ouverture sur une pièce de théâtre, c'est la campagne de Cthulhu là. Les 5 supplices. Les 5 supplices. Si, effectivement. C'est pas les 5 supplices. Si, dans les 5 supplices. Les oripeaux du roi. Non, alors peut-être dans les oripeaux du roi aussi, mais dans les 5 supplices, tu commences par une pièce de théâtre en ombre chinoise. Ah oui, c'est vrai. Etc. Et oui. Et justement, ça a du sens par rapport à ce qui va se passer, etc. Et voilà. Et donc je me dis, tiens, peut-être que là aussi, c'est inspiré d'un truc. Tu vois, ils auraient pu introduire comme ça une dimension critique en fait du jeu. Non, là pas dans le. Enfin, de toute façon, là, bon, le livret de scénario, si tu veux, c'est un livret de 50 pages dans lequel tu as un petit résumé du système, un petit résumé de l'univers, plus un scénar. Donc voilà, il y a déjà beaucoup de contenu dedans, donc ils sont pas allés aussi loin que ça, quoi. Si tu veux. Mais bon. Très très bien. Merci. Ah bah, excuse-moi, Non, mais j'ai une question qui est venue entre-temps. Écoute, c'est comme ça. Bien, voilà. Okay. En fait, je me suis demandé, parce que moi, mon personnage, c'est le paladin, donc quand il voit quelqu'un qui... Le chevalier errant, même. Un chevalier. Parce qu'il n'y a pas de paladin dans Brancalonia, les classes de la 5e D'ailleurs, sont il a même refaites pour... les principes de l'errance chevaleresque. Voilà, c'est ça. C'est le paladin de la loose, quoi. Ouais. Grave. Ouais. Toujours, c'est quoi cette... Toujours, il a tout d'un pro-chevalier, difficile à croire vu la saleté de son armure. Et en fait, je me suis dit, du coup, moi, j'ai eu envie de défendre le pauvre R qui se faisait maltraiter par Joseph la Tortue, ou je ne sais plus son nom. Gueule de tortue. Gueule de tortue. Au début du jeu. Mais si on n'avait pas eu ce personnage à la table, dans la taverne, comment on aurait été amené finalement à rejoindre cette quête Ça dépend. Alors tous les personnages sont différents, mais je pense que soit l'un de vous se serait reçu une chope dans la tronche, ou enfin voilà, c'est fallait que la bagarre démarre, et franchement avec les cypres tirés, il y a toujours une bonne raison pour que la bagarre démarre. De toute façon, les joueurs en général sont assez partants pour que la bagarre démarre, quoi, si tu veux. Au centre de ta fiche, tu as ces caractères de bagarre. En bas à droite, t'as la gueule de Bud Spencer. T'es dans une auberge, je veux dire, t'as envie que ça démarre, quoi. Enfin, voilà, t'as déjà ça. Et alors, ce qui est prévu dans le scénar, c'est au bout du bout, si vraiment il n'y a rien qui fonctionne, c'est le gars qui vient de voir en disant venez m'aider. Mais je trouve que c'est le truc vraiment pas très intéressant. C'est mieux si. De toute façon, si je vous ai dit au début, vous êtes pauvre, vous cherchez du boulot, tout ça, c'est. Voilà. De toute façon, je sais pas vous, mais moi, tous mes scénarios de jeux de rôle tradis qu'on commence dans une auberge ont commencé par une bagarre. Enfin. Ah bon, et du coup, c'est rigolo parce que moi, mon personnage, il est pas du tout entré dans cette bagarre en fait. Il a repéré tout de suite qu'il essayait de planquer un machin, donc je suis parti dans la cuisine.
j'ai lancé mon espèce de sort de méga discrétion. Puis je suis allé piquer la mallette pendant que tout le monde se tapait dessus. Je suis revenu dans la cuisine, j'ai découvert le bouquin, j'ai foutu de la merde dans la mallette pour aller la remettre en place. Et puis dès que la bagarre était finie, j'ai été voir mes potes en disant regardez ce que j'ai trouvé, et puis un trésor et tout. Mais on sait pas lire, on comprend rien. Ça c'est pareil, c'est un truc, un classique du cinéma, quoi. La bagarre diversion qui va servir à un personnage à faire un truc particulier. Enfin, Complètement, ouais. C'est énorme. Merci beaucoup Vincent de nous avoir ramené ce jeu. Merci Globo, merci Sian, merci Flavie d'y avoir participé. Merci à vous. Merci. On peut trouver ça où quand même? Faut préciser tout ça. Dans les c'est magasins, en vente dans toutes les bonnes boutiques. Dans toutes les bonnes boutiques. Voilà, peut-être même dans les mauvaises. Je ne sais pas. Ouais. Et donc c'est Agathe qui le. C'est Agathe, ouais. C'est sorti en boutique en septembre-octobre dernier, quoi. Et voilà. Pour info, le jeu n'est pas complet. Il vous faut la 5e pour y jouer. Sachant que la 5e, alors soit vous avez les bouquins, soit vous avez même, c'est gratuit, des sites comme D&D par exemple, où vous pouvez trouver le moteur du jeu, quoi. Ce qu'il y a dans le livre, c'est l'univers et l'adaptation du moteur à Brancalonia. Excellent, merci pour toutes ces précisions. Et merci à vous pour la partie que j'ai faite. Et les barres de avec rire. vous. Parce que franchement, je me suis marrée avec vous trois, c'était trop cool. Merci. Merci Sian, merci Globo, merci Flavie, merci Vincent. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.